17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM. Très heureuse de vous retrouver dans l'actu autrement, tous les vendredis de 17h à 19h, 2 heures de débat intense, d'échanges, de discussions pour décrypter l'info. Et bonsoir Malik. Bonsoir Rose, bonsoir à tous, bienvenue sur l'actu autrement. Et à notre micro ce soir pour nous accompagner, David Dickens, expert en communication. Bonsoir. Bonsoir Rose, très heureux d'être là. Karim Diabat, élu municipal de la ville de Cergy et porte-parole des engagés. Bonsoir Karim. Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Driss Etazawizi, vice-président d'Évreux, Porte de Normandie, ça me fait déjà rêver, et vice-président de l'Association des villes et banlieues de France. Bonsoir. Bonjour, Rosa Méziane. Bonsoir. Et au sommaire de ce soir, encore 15 jours de confinement sans aucune mesure d'allègement. Un quart des hospitalisations sont dues au Covid et donc rien ne justifierait à l'heure actuelle des aménagements plus souples avant le 1er décembre parce que ce serait irresponsable. C'est ce qu'affirmait le Premier ministre Jean Castex hier soir. Et malgré quelques mesures financières supplémentaires et un calendrier prochain, c'est la déception pour les petits commerçants, mais aussi sur le plan social pour de nombreux Français à qui on a annoncé d'ores et déjà que Noël ne serait pas comme d'habitude. C'est notre première actu et on en parle dans un instant. Nous reviendrons également sur les révélations de Ziad Takedine, Zigzag Takedine, comme il est appelé dans le monde des affaires. Exilé au Liban, il a donné une interview exclusive à Paris Match où il avoue avoir menti sur les accusations portées à l'encontre de Nicolas Sarkozy sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Et c'est l'horizon judiciaire de l'ex-président qui s'éclaircit. Alors peut-on imaginer un nouvel avenir politique à l'ex-président ? C'est dans la seconde partie de l'actu autrement. Et enfin, La République, c'est lui. Et c'est donc naturellement qu'il se présente pour la 3e fois au présidentiel en 2022. Lui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et un timing parfait hier soir puisqu'il a obtenu à BFM TV ses 150 000 soutiens citoyens de son investiture populaire. Alors fini l'alliance de la gauche rêvée par Olivier Faure, président du PS, qui fustige une ambition égoïste. Alors Jean-Luc Mélenchon est-il la meilleure ou l'unique alternative à gauche ? Nos invités y répondent en fin d'émission. C'est l'actu autrement et c'est tout de suite. 17h, 19h, l'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Alors quelques chiffres pour revenir sur la Covid-19. Donc 418 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. 386 personnes ont été admises dans les services de réanimation, selon les chiffres publiés jeudi par Santé publique France. Depuis le début de l'épidémie, le nombre de décès s'élève à 42 960, dont 29 697 à l'hôpital selon l'agence sanitaire. Le nombre de nouveaux patients admis en réanimation progresse par rapport à mercredi. Au total, 4 884 patients se trouvent actuellement dans ces services pour une capacité désormais de 7 700 lits en réa, soins intensifs, avec la possibilité de monter jusqu'à 10 400 lits. 32 654 personnes sont actuellement hospitalisées avec un diagnostic Covid-19, dépassant le pic qui avait été atteint le 14 avril, lors de la première vague, avec 32 292 hospitalisations. Le nombre de personnes contaminées a progressé. Alors ma question, monsieur Driss Etazawizi, je vous pose une question parce que vous êtes un élu de terrain, c'est comment on fait sur le plan local pour essayer de gérer cette épidémie ? Sur la gestion de l'épidémie, nous, les élus locaux, sommes effectivement les premiers de cordée, puisqu'on est dans la réalité, en contact direct avec nos administrés, et les questions fusent. Il y a beaucoup d'interrogations autour de la manière dont la collectivité, mais l'État, puisque c'est quand même une prérogative de l'État et c'est souvent le préfet qui a la main sur la question des mesures sanitaires, et donc le maire et ses équipes suivent le plus souvent les recommandations de l'État. Mais l'idée, c'est de permettre d'abord à nos administrés, de leur permettre un certain nombre d'informations. Donc de savoir effectivement quels sont leurs droits et quelles sont aussi leurs obligations, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc nous avons un devoir d'information vis-à-vis de la population qui est la nôtre. Et ensuite, nous avons aussi l'obligation d'organiser, en lien avec l'ARS, en lien avec les services de l'État, les dépistages. Voilà. Sensibiliser nos concitoyens, organiser les dépistages gratuits. Avec la carte vitale. Avec la carte vitale, mais sans ordonnance. D'accord. Voilà. Sans ordonnance, que vous soyez symptomatique ou pas, vous avez la possibilité, en tout cas sur la ville d'Évreux, mais je pense que c'est vrai aussi dans toutes les autres collectivités, de pouvoir bénéficier d'un dépistage gratuit avec votre carte vitale, et donc de savoir si effectivement vous êtes positif ou pas. Dès lors que vous êtes positif, nous faisons le lien aussi avec la caisse primaire d'assurance maladie qui prend le relais, dès lors qu'on a des cas qui sont avérés positifs, avec cette fois-ci la collectivité accompagne aussi sur les mesures que doivent prendre les administrés dès lors, en termes de confinement,
ils sont isolés, 7 jours. Et donc, voilà, l'idée, c'est de donner de l'information, c'est de sensibiliser et c'est d'organiser non pas les soins, puisque c'est pas notre rôle, mais l'accès aux soins. Alors, est-ce que le statu quo, c'est une bonne mesure, David Niquette ? C'est-à-dire ? Le statu quo, le fait de ne pas essayer d'assouplir un petit peu pour les petits commerçants. Je pense que les arbitrages sont effectivement quasiment impossibles entre les nécessités économiques et affronter sereinement cette crise sanitaire. On le voit bien depuis le début de la pandémie, les velléités de reprise de l'économie se heurtent aux chiffres qu'on nous donne tous les jours. Donc, on a assisté à un relâchement pour l'été. C'était l'objectif national de pouvoir passer des vacances normalement. Et on est confronté à rigoureusement la même problématique avec l'idée de ne pas pouvoir célébrer Noël comme si, selon moi, c'était la chose la plus importante quand on voit l'augmentation des saturations dans les services de soins intensifs et de réanimation. Pour être une personne fragile, j'ai véritablement le sentiment que le sanitaire prime parce que ne pas respecter ces mesures, ça nous amènera à ce stop and go qu'on redoute tant et éventuellement à un reconfinement total. Ce que je ne m'explique pas, c'est que effectivement, on peut critiquer les mesures émises par le gouvernement à partir du moment où on les a un minimum suivies. On a tendance à nous dire que les Français sont plutôt dociles. C'est pas le sentiment que j'ai et je suis absolument convaincu que suivre les mesures de façon rigoureuse nous permettra d'observer des résultats concrets et là, éventuellement, critiquer ou remettre en question les décisions qui sont prises. Mais le faire en amont, à chaque fois, comme on le fait en invoquant la restriction des libertés individuelles parce qu'on doit porter un masque, je trouve ça contre-productif. Et pour être allé dans des pays où, effectivement, on manque de tout, notamment, vous le savez, Rose, en mission humanitaire en Irak, je peux vous assurer que les questions de liberté individuelle par rapport au port du masque ne se posent absolument pas. Donc je crois qu'il faut vraiment relativiser. Je pense que c'est un mal français que l'on a. On a du mal à se soumettre à ces restrictions. Et je pense qu'il faudrait prendre un peu plus de hauteur et plus de mise en perspective pour avancer et pour pouvoir pallier ce problème ensemble. Alors, Charlotte Dornelas, peut-être une petite question sur, pour le coup... on a bien compris votre petit sourire c'est pour ça que vous êtes là. Non, mais oui, le but c'est d'échanger. Mais alors, juste une question et après je vous laisserai rebondir sur les propos de David Dickens, ou peut-être de Driss Etazaoui également, sur la sensibilité. C'est-à-dire, les Français nous parlent beaucoup de démocratie, et là, pour le coup, on se rend que le pays est dirigé par deux personnes, le président de la République et le Premier ministre. Le Parlement intervient très peu, le Sénat également. Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat n'interviennent pas beaucoup sur ces questions-là. Comment se fait-il que dans une démocratie aussi importante que la nôtre, on ne puisse pas faire intervenir des acteurs politiques différents, les présidents de partis ? Quelle définition en avez-vous ? C'est pas une dictature, mais quand même. Non, mais ça s'explique assez facilement, effectivement, par l'état d'urgence et par le fait que la communication, depuis le début, ne se joue que sur, effectivement, le côté dramatique des personnes qui meurent en réanimation et donc sur la peur pour le reste de la population. Donc moi, c'est ça qui me gêne énormément. Et quand je dis que je suis pas d'accord avec vous, il y a évidemment des points sur lesquels on sera d'accord, à savoir qu'il faut que collectivement on réfléchisse à la manière d'éviter le pire pour certaines personnes. Maintenant, à l'échelle d'une société, ça se joue forcément sur des arbitrages et sur des nuances et sur des critères à déplacer ou non. C'est pas une question par principe de sacrifier un bien commun aux libertés individuelles. Je fais plutôt partie d'une famille de pensée qui défend l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des libertés individuelles qui doivent être sacrifiées pour le bien commun. Maintenant, la question qui se pose, c'est pas simplement sauver des vies ou sauver l'économie. Parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'on sauve de manière complètement abstraite de l'argent qui circule entre les banques. Là, la question qu'on se pose, c'est l'économie réelle de personnes qui vivent de leur travail, qui nourrissent leurs enfants, qui risquent demain de se retrouver au chômage avec des problématiques précisément sanitaires, de dépression et voire de suicide qui vont arriver derrière. Donc, la problématique sanitaire est beaucoup plus large que la Covid, pardon. Oui. que cette question à l'échelle d'une société. Si vous voulez que Olivier Véran, ministre de la Santé, soit préoccupé par le Covid seul depuis 6 mois, ça relève de sa fonction. C'est normal. Quand j'entends le Premier ministre, hier,
faire la conclusion de son intervention en nous disant, je l'ai noté parce que la seule courbe qui m'intéresse, c'est celle des malades et de la réanimation. Il n'est pas ministre de la Santé, il est Premier ministre. Il y a une société avec des milliers de questions qui se posent à côté de la problématique du Covid, notamment autour de la problématique du Covid. Je pense encore une fois à ces commerçants. Et le seul fait qu'un Premier ministre responsable de tout le gouvernement ne soit obsédé que par cette courbe, je trouve ça gravissime. Donc pour répondre à votre question, en fait, s'il ne voit que ça, alors évidemment on peut se passer du Parlement, alors évidemment on peut se passer du Sénat, on peut se passer de la démocratie elle-même parce que, et c'est leur communication permanente, le pays se divise entre eux qui veulent sauver des vies et d'autres qui ne veulent pas sauver des vies, ce que je trouve absolument insupportable en fait. Karim Ziabat, vous avez entendu les propos de Charles Dornelas, on en fait trop, le Premier ministre en fait trop, il arbitre mal. La question de savoir est-ce qu'on en fait trop est beaucoup trop compliquée pour être tranchée de manière très binaire. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Par contre, là où je suis assez interpellé, c'est sur ce qui vient d'être dit, sur la capacité des Français à accepter le confinement. Comme Driss, je suis élu terrain et je vois sur le terrain la large majorité des Françaises et des Français se soumettent aux règles qui sont édictées par le gouvernement. On a eu un sondage. Donc un sondage IFOP pour Consolab qui explique que 60% des personnes interrogées ont transgressé les règles du Covid. Ils sont sages, mais pas toujours. Ils les ont transgressées dans des manières plus ou moins détourné en allant dire qu'on va voir un proche alors qu'on va voir un ami. Mais je veux dire, globalement, quand on voit le port du masque dans les transports, quand on voit le port du masque de manière générale dans les rues, quand on voit tout un tas de mesures, il y a une acceptation qui malheureusement passe difficilement, mais qui est possible dans les faits. Et là où on peut avoir vraiment un reproche à faire au gouvernement, c'est sur le flou qui a régné depuis le début de cette crise. Depuis le mois de mars, on a été à chaque fois guidé par des décisions et des contre-décisions qui n'allaient jamais dans le même sens. Effectivement, la crise était nouvelle, on a su l'appréhender, mais quand on a vu aussi la gestion de la rentrée, je pense que vous l'avez vu aussi dans votre commune au mois d'août, à la fin du mois d'août, les écoles étaient totalement incertaines sur le protocole sanitaire qui devait être mis en place. Dans les universités, on n'avait aucun protocole sanitaire et ça nous a donné les images désastreuses des amphithéâtres bondés. Dans les transports en commun, avec le manque de télétravail. Donc on a des messages qui ont été totalement contradictoires et qui effectivement, à un moment ou à un autre, donne un flou sur ce que les Français doivent faire ou pas. Et je trouve que malgré tout ce flou-là, les Français arrivent à l'accepter. La vraie question maintenant, c'est comment est-ce que dans le temps, cela va s'améliorer ou pas. C'est là où je suis un peu plus pessimiste. Et quand on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans sa sémantique, et vous l'évoquiez d'une certaine manière, a une capacité à se décharger, à dire quand les choses vont bien, c'est nous, c'est le gouvernement, mais quand les choses vont mal, c'est vous, les Françaises et les Français, c'est à vous de faire les choses. Mais quand on voit la gestion des lits de réanimation, à qui la faute? Aux Français? Non, à la faute du gouvernement. Le gouvernement nous rétorque, oui, mais on ne pouvait pas passer de 5 000 à 12 000 en 3 mois parce qu'on manquait d'infirmières et de médecins. Alors comment ça se fait que l'Italie a recruté plus de 6 000 médecins et infirmières? En Espagne, on est dans les mêmes faits. Donc il y a des vraies problématiques, il y a des choses qui incombent au gouvernement et il faut arrêter de dire que tout ce qui va mal est de la faute des Françaises et des Français. David Dicken, je vous ai vu sourire. Ce qui me gêne dans ce prisme, c'est effectivement, encore une fois, on a utilisé une sémantique martiale, on parle de guerre, et on n'a jamais vu un peuple gagner une guerre en étant divisé. L'époque dont vous parlez, donc vous évoquez le printemps dernier, personne n'avait d'informations claires sur les principes à adopter. Il se trouve que nos autorités, nos instances sanitaires, elles-mêmes n'étaient pas d'accord entre elles, donc on ne savait pas véritablement quelles étaient les méthodes à appliquer. Sur la question du masque, pas vraiment. On a quand même très sur la rapidement... question du masque, on nous a dit que le masque ne servait à rien. Quand il en manquait, on a reçu, on a eu sur les plateaux, j'ai eu des infectiologues à plusieurs reprises à côté de moi qui me disaient que le masque ne servait à rien lorsque je le portais en plateau déjà au printemps dernier. Donc ça n'était pas que les politiques. L'Organisation mondiale de la santé avait dès la mi-mars, que j'ai fait mes recherches, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui s'était passé par l'Organisation mondiale de la santé, et avait préconisé le port du masque dès la mi-mars, alors même qu'on rentrait en confinement. Là où je vais vous rejoindre, effectivement, il y a eu un flou qui a probablement causé la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui. En revanche, je trouve que ce jeu qui consiste à se renvoyer comme ça des responsabilités est complètement vain et ne nous sortira pas du problème. En fait, c'est un virus qui est manoporté.
c'est une maladie contagieuse. Donc je veux bien que vous ayez le sentiment et que ce soit tabou de dire que les Français se sont pas nécessairement bien comportés. Moi, sur les terrasses de restaurants, j'ai vu effectivement des gens, alors qu'il était recommandé de porter le masque jusqu'à ce qu'on soit servi et de ne le retirer que pour manger, je n'ai vu personne faire ça. Donc effectivement, il y a porter le masque et il y a porter le masque dans l'usage qui est préconisé. Voilà. On va chercher les responsables juste après la pub dans l'Actu Autrement. L'Actu Autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'Actu Autrement. Juste avant la pub, on était en train de réfléchir si réellement les Français étaient responsables ou pas de cette deuxième vague. Je vous laisse terminer votre propos, David. Donc je dis pas que les Français doivent assumer la responsabilité de l'échec qu'on est en train de vivre, mais effectivement, il y a eu probablement un manque d'humilité parfois dans la façon de présenter les choses. On le vérifie aujourd'hui, mais je crois que voir les choses de façon manichéenne, comme ça, en disant que le gouvernement a eu tout faux, les Français se sont bien comportés, je pense que c'est une façon vaine de voir les choses qui ne permet pas d'avancer. Je voulais dire à David que je ne partageais pas tout à fait son point de vue. Moi, je ne crois pas que par nature, nos concitoyens soient réfractaires. Il le dit avec tellement de douceur. Hein. Oui, c'est vrai. On a presque envie d'être d'accord sur ce qu'on n'est pas d'accord. Non, mais je pense qu'on peut être écouté et être entendu dès lors qu'on se dit les choses tranquillement et avec beaucoup de sérénité. Parce que, avec mon collègue élu, mais vous aussi, on est en contact avec nos concitoyens, on l'est quotidiennement et régulièrement. Je ne crois pas qu'ils sont réfractaires. En fait, ils sont réfractaires dès lors qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas ce qu'on leur impose, eh ben, effectivement, ils ont tendance à être vêches et à se rebeller un peu. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, dans la gestion de la crise telle qu'elle est organisée par le gouvernement, il y a quand même un certain nombre de zones d'ombre. J'en prends un, pour exemple. Et j'ai aussi à l'esprit une phrase de Jean-Louis Borloo qui disait que quand une décision au plus haut niveau est prise et que vous ne la comprenez pas, dites-vous bien que c'est ou bien une stratégie ou bien une grosse connerie. Et faites-moi confiance, mon expérience me dit que c'est toujours ou souvent une grosse connerie. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui avec cette rupture d'égalité concernant les commerces, ce qu'on appelle les commerces non essentiels. Comment est-ce que vous pouvez dire à nos concitoyens, et en particulier à celles et ceux qui vivent de leur commerce, du commerce de proximité, qui crée aussi du lien dans la cité, qu'ils ne peuvent pas ouvrir par crainte de la pandémie, alors que vous autorisez les grandes surfaces, et donc la concentration de personnes susceptibles d'eux, ou portant potentiellement le virus. Enfin, il y a une rupture d'égalité manifeste, et aujourd'hui, elle s'impose aux uns et aux autres. Bruno Le Maire était en visite à Évreux il y a quelques jours. On va vous répondre que c'est les scientifiques ou les médecins qui disent qu'il faut utiliser ce type de mesures par rapport à un conseil de défense. On ne va pas dire que c'est que la responsabilité Moi, du politique. Je suis un acteur de la culture. J'ai une salle de spectacle, le Cirque Phoenix pour ne pas la citer, qui accueille 6000 spectateurs et qui fait chaque année des spectacles en France et en Asie, et notamment en Chine. Donc je suis directement touché. Nous avons 150 personnes qui sont au chômage partiel. C'est une catastrophe du point de vue économique. C'est quelque chose de très dangereux pour notre entreprise. Pour autant, j'entre dans le cadre des personnes que vous citez là. Pour autant, je suis contraint de me soumettre à ces règles en espérant qu'elles nous permettront de pouvoir jouer l'année prochaine. Parce que le stop and go tel qu'il est présenté là, nos entreprises n'y survivront pas. Véritablement pas. Non, mais est-ce qu'on n'est pas sur des choses qui ne sont pas tant que ça contradictoires ? C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on a eu des injonctions diverses de la part d'un gouvernement. Enfin, je ne sais pas où vous étiez cet été. Honnêtement, on n'était pas vraiment sur un respect strict d'un après-confinement. Honnêtement, c'était quand même la pente part. Donc ça, c'était une chose. Et la seconde chose, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'incohérences, notamment sur les questions des commerces. Qui peut croire que d'aller chez le fromager ou d'aller chez le cordonnier, c'est plus risqué que d'aller chez Auchan ? Ça, c'est aussi une réalité. C'est exactement ça. Et pour reprendre l'exemple de votre salle de spectacle, 6000 personnes dans une salle confinée, ça n'est pas la même chose qu'un par un chez votre fleuriste. C'est absolument incomparable. Et je le dis d'autant plus que si l'État réussissait à faire la part des choses de manière intelligible au minimum, les aides pourraient se concentrer mieux sur les gens qui ont besoin et chez qui c'est nécessaire de fermer. On comprend bien que dans la situation actuelle, 6000 personnes enfermées dans une salle pendant 2 heures, ce soit compliqué. En revanche, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'une personne par une personne chez un fleuriste, ça n'a aucun sens. Pourquoi on le fait pas ? Vous voyez bien, Charlotte, que les libraires d'aujourd'hui sont les restaurateurs d'hier et que demain, vous aurez un autre corps de métier qui légitimement
aura le sentiment d'être traité de manière injuste et on n'en sortira pas. Mais ça, vous avez très bien vu que si on vous avait proposé un reconfinement total, les Français seraient vent debout contre ce reconfinement. C'est pour ça que je disais au début, le gouvernement aujourd'hui a à déplacer des critères, à se dire est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça n'est pas possible. Or, il y a un côté rouleau compresseur qui ne s'adapte pas du tout à la réalité, qui est incompréhensible. Et je vous rejoins absolument quand vous dites qu'une règle, on va l'appliquer quand le 15 mars, on nous annonce, après nous avoir dit de sortir au théâtre 3 jours plus tôt et d'aller voter la veille, quand on nous annonce qu'on va être confiné chez soi. Je suis désolée, mais moi j'ai vu quand même un pays intégralement enfermé chez lui. Alors, il y a peut-être quelques personnes qui ont essayé. Là, on nous dit il y a 50% déjà qui ont déjà transgressé, des gens qui ont déjà transgressé 60%. Ouais. Mais ça veut dire quoi, transgresser une règle? Ça veut dire faire une fête chez soi dans une cave avec 150 personnes, ou ça veut dire sortir 1h10 tout seul dans la rue avec son masque. Charles Dornella, les chiffres. Je serais d'accord avec valeur actuelle, je ne l'aurais pas cru. Tout est possible. Surtout sur Beurre FM. Et on a réussi à rendre des gens d'accord sur des sujets un peu plus compliqués que celui-ci. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes quand même. Moi, je vous ai tout à l'heure annoncé les chiffres, je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais non mais j'espère. Non mais ces chiffres sont inquiétants parce que ces chiffres sont encore plus inquiétants que la première vague, enfin ce qu'on appelle la première vague, deuxième vague. On a eu avec un confinement total. On a eu un premier ministre qui se présentait comme le premier ministre du déconfinement. On l'avait annoncé comme ça, Jean Castex. Maintenant, c'est le premier ministre du confinement. Et moi, ces chiffres, je suis désolé de vous dire, ça me pousse. Enfin, j'ai à l'idée quand même qu'on va retourner vers un confinement plus qu'un déconfinement ou alléger les mesures. Et c'est ce qu'on redoute et c'est ce qu'on ne veut pas. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de faire y aller directement. Karim Ziabat, est-ce qu'on n'a pas déconfiné trop vite ou trop facilement ou mal déconfiné pour au final confiner sans faire de détails et au final mettre des gens encore plus dans la précarité? Peut-être deux éléments de réponse. On a tous souvenir de la nomination du Premier ministre qui était le monsieur déconfinement, qui en réalité est monsieur déconfinement raté, monsieur Castex, il faut le dire assez clairement, et qui en réalité avait été nommé parce qu'il était là pour privilégier le lien entre le territoire et l'État, pour créer cette proximité et ce binôme, exactement, ce binôme préfet, élu, préfet, maire. Et aujourd'hui, ce que vous dites là sur la question des commerces de proximité, on voit très bien que cette vision-là, elle n'existe plus du tout. Quand on évoque le cas des fromagers, le cas des libraires et qu'on n'est plus du tout en capacité de réfléchir de manière très lucide sur notre capacité à créer des dispositifs qui permettent à ces commerces de rester ouverts, moi je trouve ça aberrant. Mais il faut faire pour retirer tous les livres d'Amazon, il faut que ceux qui... On sait très bien qu'aujourd'hui les plateformes numériques, on a énormément de mal à contrôler des contenus bien plus graves que des ventes de livres, donc on va pas réussir à contrôler ce qu'Amazon vend ou ne vend pas. Mais par contre, moi je trouve que fermer les rayons de livres ou les rayons d'électroménager ou que sais-je dans un marché ou dans une grande surface, je trouve ça totalement stupide. Ça relève de la stupidité. J'ai pas d'autre. Ça, c'est la surréaction. On parlait de réaction face à l'émotion. Là, effectivement, je vous rejoins. C'est une mesure stupide. C'est une mesure politique, j'allais dire politicienne, qui répond à une posture. Et ça, effectivement, ça manque de hauteur. On l'a vu en 2 jours changer, puisqu'au début, les livres étaient possiblement en vente dans les magasins, et puis le gouvernement a vu le brouhaha et le bronca que ça créait du samedi au dimanche. Dans ces batous qu'on fait, on doit fermer les rayons dans les magasins. Et sur les chiffres que vous évoquiez, effectivement, les chiffres sont graves. Mais j'ai envie de dire, à qui la faute? Sur les messages contradictoires, on a eu des messages contradictoires pas plus tard qu'au début du mois d'octobre. Je sais pas si on peut imputer ces chiffres-là au gouvernement. Mais je le dis franchement. Je vous dis, il y a une part de responsabilité parce que d'un côté, on nous dit au début du mois d'octobre, il y a un couvre-feu dans certaines régions, dans certains départements, la situation sanitaire est grave, et en même temps, le ministre du Tourisme nous dit, mais partez en vacances pendant le mois d'octobre. Et on a des gens qui sont partis dans tous les territoires, effectivement, dans des endroits où il n'y avait pas de couvre-feu instauré, donc dans des endroits avec des hôpitaux et un système sanitaire un peu plus fragile, qui vont contaminer des gens dans des restaurants qui, eux, restaient ouverts bien plus tard que 21h. Donc quand on voit le cas des universités bondées que je vous ai évoqué tout à l'heure, quand on voit le cas du télétravail qui n'a pas du tout été préparé pour le mois de septembre et octobre, et on a vu des scènes dans le métro ou dans les RER, excusez-moi, mais il y a une forme de responsabilité face à cette impréparation. Vous préconisez la réouverture des restaurants, des bars et des petits commerces qui ne sont pas véritablement définis? C'est pas ce en que tant qu'élu, je pose la question véritablement. Sur la question des restaurateurs, c'est un peu plus compliqué, puisqu'effectivement, on est dans des lieux où les gens retirent leur masque, où les gens se regroupent jusqu'à 6, puisque la limite était à 6. Par contre, sur la contradiction un petit peu dans ce que vous dites. Vous avez vu quand on vous met face à des responsabilités? Non, parce que je vous dis, mais c'est ça, moi je ne connais pas un endroit où on puisse garder le masque. Eh bien, quand vous allez à la salle de sport, vous ne pouvez pas, les restaurants, les petits commerces. Quand vous allez à la l'esthéticienne, quand vous allez à la librairie, chez le fleuriste, quand vous allez à l'esthéticienne, quand on questionne l'efficacité du max au bout de 4 heures, je suis désolé.
Qui garde, qui change son masque tous les 4 heures? C'est un autre sujet. Des vérifs de masques. On veut dire que c'est pas aussi simple que ça. Oui, mais dans une librairie. Qu'est-ce qu'un petit commerce? Vous me parliez de contradictions. Moi, je vais vous répondre. Quelle surface? Je vais vous répondre. Vous me dites que je fais des contradictions. Pas du tout. Sur le cas des restaurants, je vous dis que c'est un cas assez particulier parce que les personnes retirent leur masque. Mais dans une librairie, dans un fromager, dans un petit commerçant, un artisan, un cordonnier, un couturier, en quoi est-ce que c'est dangereux de se rendre dans un établissement de ce type-là en ayant un masque et en régulant les entrées à une personne? Mais pourquoi, Driss et Tazaoui, l'État n'a pas entendu cette demande des petits commerçants, des esthéticiennes, des coiffeuses, des fleuristes, des fromagers, là où effectivement on peut garder son masque, on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi c'est pas entendu. Et puis aussi le fait que les Français en ont peut-être un petit peu marre du Covid. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui rentrent en réanimation, mais est-ce qu'on n'est pas rentré aussi dans une phase de lassitude et où le moral est particulièrement atteint? C'est vrai, c'est exactement ce que je me disais quand j'ai écouté Malik tout à l'heure égrener les chiffres. Il les égrène aujourd'hui sur le plateau de Radio Beurre, mais on les écoute tous les jours sur les différents plateaux de télé. Et je pense que tout ça participe et contribue au climat d'anxiété, au climat anxiogène que connaissent nos concitoyens. Sur la question que vous posez concernant la rupture d'inégalité ou la rupture de traitement, je vous le disais tout à l'heure, mais je n'ai pas terminé, Bruno Le Maire, qui est député d'Évreux et donc ministre des Finances, était à Évreux pour la cérémonie de l'armistice. Et naturellement, les commerçants lui ont préparé un comité d'accueil. Dès qu'il est sorti du cimetière, ils étaient là avec leur banderole et ils ont posé la question de savoir... ils étaient une douzaine quand même. Bon. Ils étaient une douzaine. Je veux croire qu'ils ont respecté les distances. Très bien. La distanciation. Donc Bruno Le Maire a joué le jeu. Il a pris le temps de répondre en disant je vous ai compris, je vous ai écouté. Peut-être pas entendu, mais... Je vous ai compris, vraiment. Oui, voilà. Bon. Et puis, il leur a donné rendez-vous au ministère où il a pris l'engagement de les recevoir de manière à continuer à prolonger la discussion plutôt que de le faire sur la voie publique. Mais l'une des réponses du gouvernement qui s'est faite dans la précipitation, parce qu'effectivement, ils se sont dit c'est une grosse connerie, c'est tout de suite demander aux grandes surfaces de fermer leurs rayons et les rayons non essentiels. Oui. C'était une manière de réagir sous le coup de l'émotion. On s'est dit, bah ouais, merde, on a fait une boulette, comment est-ce qu'on fait pour le rattraper? Mais une fois de plus... Ce que je ne comprends pas, moi je suis d'accord avec la réponse qu'a apporté mon collègue Karim, qui est élu local, c'est à un moment donné, il y a des commerces qui peuvent... C'est du bon sens. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, etc. C'est peut-être même ceux-là qui nous mettent dedans. Je pense que des petits commerces, avec l'appui de la municipalité qui connaît bien son tissu économique, que des commerces peuvent ouvrir parce qu'ils ne représentent pas de cluster ou ils ne représentent pas de lieu au sein duquel peut se propager la maladie. Une fois de plus, moi je préfère aller chez mon coiffeur ou chez mon épicier dès lors qu'il y a des mesures qui sont prises et qu'on peut rentrer les uns après les autres, ce qui permet de maintenir aussi le lien et la vie, quoi. Je veux dire, dans un climat qui est, je le disais tout à l'heure, qui est quand même assez flippant. Les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de se croiser, peut-être pas de se toucher, peut-être pas d'être en proximité, mais de se dire qu'il y a un semblant de vie qui perdure. Et surtout de donner la possibilité à nos commerçants de continuer à vivre et à vivre de leur travail. Et pour vivre de leur travail, il faut leur permettre d'ouvrir leur petit commerce. Alors, quand je vous écoute, c'est assez troublant quand même, parce que il y a ce fameux conseil de défense qui se réunit avec le président de la République et des scientifiques et des médecins. Olivier Véran est lui-même médecin, donc c'est-à-dire qu'à mon avis, quand il prend des décisions, même politiques, il doit avoir gardé cet esprit, son serment. Et là, je vous entends dire depuis tout à l'heure, on oppose petits commerçants avec le gouvernement. Quel est l'intérêt au gouvernement de ne pas réouvrir les petits commerçants? Enfin, je veux dire, c'est un impact direct c'est un impact direct sur l'économie. Pourquoi le gouvernement, pourquoi Emmanuel Macron aurait pris la décision de dire moi je vais favoriser les grands groupes et pas les petits commerçants? Je comprends pas un petit peu la logique. Il y a une grande stratégie ou bien une grande connerie? Non, mais c'est une grande connerie. L'État a peur lui-même en fait. Quand on parlait tout à l'heure de la gestion de la peur, l'État lui-même a peur, ce qu'on peut comprendre, étant donné qu'en pleine crise, non pas à mon avis, beaucoup plus pour eux-mêmes. Enfin bon, c'est un peu un procès d'intention, mais au moins les deux, au moins. Non mais ce qu'on peut comprendre, étant donné qu'en pleine crise sanitaire, pour le coup, on a des ministres qui sont perquisitionnés pour des enquêtes en cours. Donc évidemment, avec ce risque judiciaire et pénal qui est au-dessus de leur tête à chaque fois qu'ils prennent une décision politique qui, de mon point de vue, devrait se régler dans les urnes et de manière politique.
Si à chaque fois, il risque de se retrouver au tribunal. Un référendum? Non, pas un référendum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une décision politique qui est prise par un homme politique, elle est sanctionnée aux élections d'après. En fait, c'est le rôle même. Donc, puisque tout, en pleine crise, encore une fois, quand ils sont en train de la gérer, parce que moi, je veux pas être injuste dans la manière de regarder. Non, mais que ce soit compliqué à gérer, que ce virus soit compliqué. Mais moi, je veux bien qu'on me dise, ce virus, personne ne le comprend, mais dans ces cas-là, qu'on nous dise pas dans la phrase d'après, oui, mais attention, il y a des médecins qui... Parce que si personne ne le comprend, et pas même les médecins, et qu'il n'y en a pas deux qui sont d'accord entre eux, ma parole sur le terrain politique vaut au moins autant qu'un médecin qui regarde le virus. Et du coup, il y a d'abord cette question de la peur. L'État lui-même, les hommes politiques ont peur de la gestion, donc il vaut mieux tout fermer, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins de risques que de laisser des choses ouvertes, en sachant que franchement, les conséquences, on a du mal à remonter aux causes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit mieux, on va nous dire, c'est le couvre-feu, ça peut être le début du confinement, on pourrait imaginer aussi que c'est les vacances scolaires, parce que pendant 2 semaines, il n'y a plus un seul élève en France qui a croisé ses petits camarades à l'école. Donc c'est pour ça, encore une fois, quand je parlais des histoires de critères, aujourd'hui, il y a une deuxième question qui doit se poser et que personne n'arrive à se poser dans ce pays, c'est quelle est la part de risque qu'il est légitime de prendre à l'échelle d'une société malgré des cas individuels. Or, c'est bien la question qu'on se pose, même si on n'arrive pas à le dire, quand on dit on ne va pas faire un confinement total, mais on va continuer à envoyer les enfants à l'école, c'est un risque. On le sait bien, des lycéens, c'est un risque. On va continuer à laisser le self ouvert. Pourquoi ? Parce que les enfants ne peuvent pas rentrer à la maison, parce que sinon les gens ne vont travailler. Donc il y a bien des risques qu'on accepte de prendre à l'échelle de la société, même si en bout de chaîne, il y a certaines personnes qui risquent de mourir. Ça s'appelle l'histoire de l'humanité, ça s'appelle l'histoire de la gestion d'une société, et on ne peut pas se focaliser en permanence sur des chiffres extrêmement anxiogènes. Moi, je pourrais très bien dire à M. Castex, je vais venir tous les soirs, et puis je vais vous donner tous les chiffres des gens qui vont très bien dans ce pays. Tout le monde me dirait c'est ridicule. Alors, je lui demande simplement d'avoir une vision plus globale que de nous égrener les morts et à combien de secondes on a chaque mort. Parce que ça n'est pas possible. C'est ce qui est mis en place. C'est ce qui est mis en place. Mais donc, c'est ce qui est mis en place. Et donc, les décisions qui sont prises, on a le droit de les discuter sans être accusé en permanence de vouloir faire mourir des gens. Et je reprends l'exemple. On me dit, dans le métro, ça ne risque absolument rien. Vous êtes tous collés les uns aux autres avec des masques, mais ça ne risque rien. Par contre, dans le petit commerce où vous êtes 2 dans 25 mètres carrés, là, par contre, c'est pas possible. Excusez-moi, mais là, Charlotte, franchement, mon intelligence bloque. C'est ce que je disais tout à l'heure. De la même manière, on ne peut pas vous reprocher de vouloir faire mourir les gens, et on ne peut pas nous reprocher d'être alarmistes et de vouloir tuer l'économie. Mais justement, c'est ça la difficulté. On va revenir sur cette question, sur est-ce qu'on peut critiquer la gestion du Covid, et justement avec ce film Hold Up, on en reparle juste après la pub. L'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement, nous étions en train de parler de la question du Covid, et surtout, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, politique, éditorialiste ou même journaliste, de critiquer la gestion du Covid. Et dans ce brouhaha depuis des semaines, on a un film qui vient de sortir, le film Hold Up de Pierre Barnerias, qui entend dénoncer les mensonges et corruptions autour de l'épidémie du Covid. Ce film qui enchaîne quand même fake news et témoignages, finit par évoquer un complot mondial en expliquant au bout de 2h43 que le Forum économique mondial de Davos se servirait du Covid, maladie causée par l'homme, pour soumettre l'humanité dans un plan global appelé Great Reset. Oui, j'ai un accent particulier. En expliquant que le vaccin massif allait s'en servir. Alors ce film a été financé par une plateforme de crowdfunding qui a récolté 200 000 €. On a quand même un certain nombre de personnes qui ont tweeté, Didier Maïtos, André Berkoff de Sud Radio. On a eu aussi une grosse communication sur CNews avec Pascal Praud dans l'heure des pros. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on a un certain nombre d'intervenants. Et la une du Times, exactement. Et on a 37 intervenants qui viennent expliquer un petit peu ce qu'ils pensent de la crise du Covid, dont Christian Perron, qui est quand même assez contesté, puisqu'il est à l'origine de cette thèse sur la maladie de Lyme, qui serait visiblement due à une prolifération cachée de tiques modifiés par un chercheur nazi. Donc voilà, c'est pour expliquer quand même qui est interrogé dans ce document. Et en même temps, on a Philippe Douste-Blazy également. Donc voilà. Qui s'est rétracté. Qui s'est rétracté depuis et qui explique se désolidariser. Donc je voulais un petit peu vous entendre sur l'émergence aussi des thèses complotistes et des fake news dans le cadre de cette crise. Driss Etazaoui, je vois que tu me regardes avec des grands yeux. Et ce sera sur toi. Voilà. Tu as vu dans mes yeux que j'avais envie d'intervenir sur cette question-là. Je l'ai senti. Mais dans l'absolu, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent proportion à tout de suite vouloir disqualifier un point de vue, une idée, un argument, dès lors qu'il n'était pas
un argument qui allait dans le sens de l'opinion majoritaire. Et qu'on a trop rapidement à l'esprit le souhait de vouloir discréditer celles et ceux qui émettent un avis alternatif, un avis contradictoire, qui ont une autre piste. Au moment où on parle de liberté d'expression, et que les gens ont le droit d'imaginer, de penser, de réfléchir aussi, on ne va pas les interdire de réfléchir, et de dire le fruit de leur réflexion, que parce que on trouve que la nature de leur expression est contraire à une espèce de bon sens commun, ils seraient dès lors regardés comme des méchants complotistes, entre guillemets, et la parole devrait être disqualifiée, voire discréditée. Il y a quelque chose qui me gêne au moment où on se dit que les uns et les autres peuvent exprimer un point de vue. Écoutez, qu'ils expriment leur point de vue. Il est peut-être pas le bon, il est peut-être en dessous de la réalité, il est peut-être stratosphérique, mais qu'on les laisse s'exprimer, ces gens-là. C'est pas inquiétant le nombre de millions de chargements parce que David, il y a quand même des journaux sérieux qui ont égrené un petit peu ce qui a été dit dans ce documentaire. Puis Carla Bruni a liké aussi. Si Carla a liké. Oui, ça doit pas. Elle a liké le. À deux reprises, c'est lui notamment dont je parlais quand je disais qu'on m'avait dit au printemps que le masque ne servait à rien. Il était à côté de moi, il me disait que le masque ne servait à rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Brice. Et je pense qu'on en a là une illustration archétypale. Moi, je ne vous connaissais pas, enfin, je vous connaissais à travers les médias, et c'est vrai que vos détracteurs font un portrait de vous qui semble-t-il, est très loin de la réalité. Tout le monde se réclame... Mais elle fait taquillard, Charlotte, on le sait tous. Tout le monde se réclame de Camus, on l'a beaucoup évoqué ces derniers temps. On fait abstraction totale du fait que Camus, en 1955, à l'Acropole, lors de la convention controverse à qui on demandait de décrire la civilisation européenne, a commencé par dire « je ne saurais pas le faire ». Et il a fait l'éloge de la nuance, et c'est cruellement ce dont on manque aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je ne crois pas que vous soyez rassuriste, et je ne crois pas que je sois alarmiste et qu'on puisse nous résumer à ça. Il se trouve que dans le débat public aujourd'hui, chaque fois que vous développez un argument, il est résumé à un qualificatif qui est souvent quelque chose qui est énoncé dans l'objectif de faire un buzz, c'est ce qu'on appelle la punchline, et je pense évidemment que ça pourrit le débat. Et ça amène effectivement à l'incapacité de penser, de prendre de la hauteur, d'être dans la mise en perspective et de pouvoir débattre calmement comme on le fait là, et d'échanger des idées, et de voir que manifestement il y a plus de choses qui nous rassemblent que de sujets qui nous séparent. Redoutables, c'est ça. Alors, la question, c'est vrai, c'est pour le coup, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux véhiculent énormément d'informations, mais aussi peuvent véhiculer des mensonges et des fake news, ce fameux terme. Pas que les réseaux sociaux, pas que les réseaux sociaux, alors aussi les médias, mais ça, je réglerai le compte après des journalistes. pour le coup, c'est vrai que ce film hold-up, on en a beaucoup entendu parler, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire que on arrive un petit peu à prendre un angle précis de ce qui s'est passé dans notre pays, c'est-à-dire avec l'épidémie, et on en donne une définition qui, pour le coup, est incontestable selon le réalisateur. Est-ce que c'est pas inquiétant que ce type de reportage sorte pendant une période de crise où on a besoin, comme disait tout à l'heure David, d'être réunis autour de ce sujet ? D'abord, moi, en préambule, je tiens à dire que je n'ai pas regardé ce film, donc je parle sans forcément connaître tous les éléments qui sont développés, ouais. Mais en tout cas, je crois qu'on a tous lu un peu ce qui se dit et on a un peu idée de ce qui est développé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que malheureusement, l'humanité a peur du vide. On a peur du vide, et quand on ne maîtrise pas des éléments, quand on a des éléments qui nous manquent, eh bien, il faut qu'on développe quelque chose. Et malheureusement, quand on est face à une épidémie, et c'est ce qu'on a tous évoqué tout à l'heure, qui est totalement nouvelle, qui est totalement pleine d'inconnus et pour laquelle on a très peu d'éléments tangibles et qui évoluent tellement, eh ben, on a des gens qui vont développer leurs propres réflexions dans leur coin, et les réseaux sociaux y contribuent très largement, leur donnent une porte de visibilité médiatique pour développer leurs paroles et leurs idées. Et là où ça peut être dangereux, et c'est peut-être là où je tempère la liberté d'expression, qui bien évidemment est un droit fondamental, c'est que quand on est un politique, quand on est journaliste, quand on a d'une manière ou d'une autre accès aux médias ou une audience sur les réseaux sociaux, on doit avoir une responsabilité dans ce qu'on diffuse. On ne peut pas diffuser tout et son contraire, on ne peut pas diffuser des éléments qui peuvent porter
d'une manière ou d'une autre à contribuer l'injonction de l'État de droit, des règles sanitaires qui nous sont imposées à un moment ou à un autre. Et c'est là où il faut être très vigilant. Et ça, j'en appelle à notre propre vigilance dans ce qu'on va diffuser. Vous évoquiez tout à l'heure que Carla Bruni avait liké le film, ou en tout cas un tweet avec ce film-là. Sophie Marceau également. Sophie Marceau. Alors, elle a liké Sophie Marceau, plus précisément. Et donc, tous ces gens-là, forcément, ont une visibilité. Et j'en appelle à leur responsabilité. On ne peut pas diffuser des gens qui diffusent des messages dont on ne sait pas vraiment la source. Et d'ailleurs, parmi les médecins qui sont interviewés dans ce reportage ou dans ce film, on a un médecin qui était totalement contre l'idée que le sida n'existait pas, que le sida était une invention de l'homme, etc. Donc on voit très bien qu'il y a énormément de théories qui y sont développées, qui ne sont pas des théories scientifiquement prouvées, et face à laquelle on devrait avoir un peu de responsabilité. Charlotte Dornelas, sur ce film Hold Up, que je n'ai pas vu non plus, que vous n'avez pas vu, et que vous avez entendu parler, sur cette idée de complot mondial qui voudrait soumettre l'humanité. Mais en fait, vis-à-vis du complotisme, il y a deux choses. Il y a des choses absolument évidentes sur lesquelles on a répondu 1000 fois, et des gens, enfin, on a répondu. Il y a des arguments qui ont été donnés, etc. Et des gens qui ne veulent pas voir parce que par principe, en fait, plus il y a de réponses, plus il y a de mensonges. Ça, c'est très compliqué. Mais dans l'immense cohorte des gens qu'on accuse de complotisme à chaque fois qu'ils posent une question, c'est quand même une réaction qui ne peut pousser les gens qu'à la défiance permanente. Or, on voit qu'on arrive au bout d'un processus où à chaque fois qu'il y avait une réponse qu'on n'arrivait pas à donner, parce que ça arrive quand même, on accusait de complotisme, et c'est beaucoup plus simple. Or, dans un monde où on a la plus grosse puissance mondiale, à savoir les États-Unis, qui nous ont montré une fiole pour aller éclater un pays, à savoir l'Irak, en nous disant que c'était la preuve des armes de destruction massive, et que 10 ans après, ils nous disent qu'ils ont menti. Quand on a l'intégralité des médias européens qui nous ont parlé des charniers de Timisoara sans jamais les remettre en cause en Roumanie, et qu'on découvre plus tard que c'était un mensonge constitué un mensonge politique qui avait été diffusé tel quel par les médias. Quand il y a eu, je pourrais faire une liste sans fin. Donc quand il y a eu toutes ces choses-là, au bout d'un moment, le questionnement, c'est une preuve et une nécessité absolue de nos libertés. Maintenant, une fois qu'il y a une question qui est posée, qu'on puisse y apporter des réponses est nécessaire. Que les gens qui posent des questions, et c'est la différence pour moi entre quelqu'un qui légitimement se pose une question et quelqu'un qui sombre dans le complotisme le plus absolu, c'est qu'une fois qu'on pose une question, il faut accepter aussi parfois qu'il y ait des réponses. Et ça, c'est l'énorme différence. Sauf que quand on traite la personne qui pose une question de complotiste directement en faisant l'économie de lui répondre, là, ça me gêne énormément. Pour revenir là-dessus, moi, ce film, je ne l'ai pas vu, mais de ce qu'on en dit et de cette théorie du Great Reset, parce que c'est difficile à dire, la frime, Charlotte. Non mais j'ai dit juste parce que je me suis beaucoup entraînée. J'ai précisé que ça avait fait la une du Times. Pourquoi ? Parce que c'est en fait le Great Reset, c'est un, je vais arrêter de le dire, on va l'appeler le GR. C'est une théorie qui a été développée dans un livre écrit par une des personnes qui organise le forum de Davos, qui est un forum économique, et qui dit on pourrait profiter de cette crise pour changer le modèle économique. Cet homme-là, il existe, il le dit, c'est quelqu'un d'influent, et on imagine bien, je ne sais pas ce que c'est qu'un complot, mais si c'est plein de gens qui se réunissent et qui disent qu'est-ce qu'on va faire avec l'économie mondiale, ça existe, on le sait très bien. Davos, ils se réunissent tous les ans, et c'est exactement ce qu'il fait. Moi, j'appelle pas ça un complot, j'appelle simplement des gens qui essayent d'influer sur la marche du monde. On essaye tous de le faire à notre échelle. Donc c'est pas complotiste que de reconnaître ça, d'y répondre. Il y a sûrement des gens qui veulent profiter de ce... D'ailleurs, on veut tous. C'est un tel bouleversement dans nos sociétés, ce Bien Covid, sûr. Qu'on a tous envie d'en tirer un infléchissement de telles mesures économiques, un infléchissement de telles relations à la santé, l'hôpital, à l'école, à tout dans la société. On a tous envie de changer des choses. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des économistes qui n'auraient pas envie de changer les choses ? Moi, je vois pas l'interrogation de base. Encore une fois, j'ai pas vu le film, donc je sais pas quelle réponse ils apportent à cette interrogation. Mais en tout cas, ils méritent, et d'autant plus s'il y a énormément de gens qui le téléchargent, ils méritent qu'on le prenne... affirmation par affirmation, et qu'on dise voilà, qu'est-ce qu'on en pense. David, peut-être la question sur est-ce qu'on peut, franchement, c'est vrai qu'avec tous les éléments qu'on a, on a tous les ingrédients pour un petit peu penser que des fois il y a des complots, pas des complots, que le virus circule, qui touche des personnes plus âgées, pas des jeunes. Il est facile, c'est vraiment une série de science-fiction ce qui nous arrive là, avec moi j'ai pas vu le film, donc je vais pas m'exprimer sur le contenu. Par contre, je lui accorde le crédit de présenter pour la première fois une vision internationale, une vision globale. Vous parliez tout à l'heure d'épidémie, on parle de pandémie, mais la vision que l'on a, elle est toujours liée
à la nation, au pays. Les Espagnols vont vous parler du Covid ou de la Covid en Espagne. Les Italiens vont vous parler de la Covid en Italie. Et nous, en France, on le traite par notre prisme hexagonal avec tous les travers qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc le mérite de ce film, effectivement, c'est d'apporter une vision globale qu'on pourrait étendre, on en a parlé tout à l'heure, à la gestion de l'Afrique notamment, qui n'est pas manifestement évoquée dans ce film. En tout cas, je n'en ai pas connaissance. Où on voit là effectivement que les considérations qu'on peut avoir à l'échelle nationale se heurtent à des vérités dès lors qu'on commence à comparer avec des pays en dehors de l'espace européen. L'Afrique a très très bien géré la Covid-19 et pas nécessairement parce que sa population est jeune. L'Afrique a très bien géré le Nigeria par exemple qui a quand même une densité de population très importante. Le Nigeria a parfaitement géré cette crise parce que la population s'est soumise, et j'emploie ce terme à escient, dans l'objectif de ne pas se retrouver dans la situation des pays européens, c'est soumise aux restrictions. À porter le masque sans discuter. Je parle du Nigeria, qui est quand même un pays dont on peut dire qu'il s'est sorti à plusieurs reprises de dirigeants corrompus, d'une corruption presque... Attention à la diffamation. Presque naturelle, on l'avait reconnu. Chaque président élu depuis la Révolution démocratique de 99 dit qu'il va mettre fin à la corruption. Donc c'est quelque chose qui est admis. Donc la défiance de l'État, je pense... La défiance de l'État, là, en l'occurrence au Nigeria, elle pourrait être légitime. Elle ne l'est pas, les gens se sont soumis aux restrictions et on voit les résultats que ça a. Karine Siabat, le risque avec ce genre de film, ce n'est pas que le Français qui regarde ce film en fasse un résumé et se dise au final, il ne faut plus faire confiance à l'État, plus faire confiance aux élus. Est-ce que ça n'alimente encore pas plus la fracture à l'égard de nos dirigeants C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que si on souhaite expliquer ou trouver des éléments d'explication à ce genre de prolifération de fake news, de reportages en tout genre, ils ont toujours existé. Ça fait des dizaines d'années qu'ils existent, mais on voit bien et on sent bien qu'en tout cas les thèses complotistes, ou on les appelle comme on veut, elles prolifèrent de plus en plus ces dernières années. Et moi, il y a un sondage qui m'a marqué. On sait très bien que la défiance vis-à-vis de la classe politique, elle est très forte depuis une dizaine d'années. Beaucoup moins pour les élus locaux. Beaucoup moins pour les élus locaux, qui est l'élu préféré des Français. C'est révélateur. Mais un peu moins depuis quelques mois aussi. On a vu un sondage cet été où même l'élu préféré des Français, le maire, l'est un peu moins. Mais sur la classe journalistique, on a eu un sondage en fin d'année 2019 qui disait que 69% des Français considéraient que les journalistes disaient des choses sous pression, soit politique, soit journalistique, soit par le monde de la finance. Et donc quand on entre en fait dans une phase où on n'a plus confiance dans la classe politique, on n'a plus confiance dans les journalistes, forcément on se tourne vers des choses plus palpables sur les réseaux sociaux et qui parlent plus en fait de manière très brute à une réflexion. Et là où c'est dangereux, c'est qu'effectivement moi je trouve qu'on perd confiance dans tous les symboles entre guillemets qui sont censés nous informer ou diffuser de l'information publique, de la chose publique, et on se retrouve face à ce genre de reportage. Vas-y. Alors, si tu es capable de faire un propos en 10 secondes... En 10 secondes, il y a quand même derrière ce film, derrière le vocable complotiste, etc., il y a une vraie crainte. C'est celle de la vaccination. On n'en a pas parlé. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai 5 enfants, je m'interroge. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. Mais c'est un vrai débat qu'on doit avoir, quoi. Et qui pose la question des libertés individuelles. Eh bien, écoutez, on revient tout de suite dans l'actu ottoman pour parler de la confiance à l'égard de nos élites, mais surtout en parlant de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. L'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'actu autrement. Nos invités au micro de ce soir, David Dickens, expert en communication, Karine Siabat, élu municipal de la ville de Cergy et porte-parole des engagés, Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs Actuelles, et Driss Etazaoui, vice-président d'Évreux Porte de Normandie et vice-président de l'Association des villes et banlieues de France. Alors juste avant, je faisais une magnifique transition entre la défiance des Français à l'égard de nos élites et de l'affaire de Nicolas Sarkozy. Malik, je crois que tu voulais nous en dire un mot. Alors, oui, cette nouvelle affaire, non, mais elle est encore très présente. Alors, les proches de l'ancien président veulent croire à un changement de climat politique après que Ziad Takieddine a retiré ses accusations dans le dossier libyen. Une émission de télé en prime time comme à la grande époque, Nicolas Sarkozy sera ce soir à l'invité à 19h sur BFM, 2 jours après que l'homme d'affaires Ziad Takieddine, actuellement en fuite au Liban, a retiré ses accusations dans le supposé financement libyen de la campagne électorale de 2007. Dans une vidéo enregistrée par BFM TV et Paris Match, si Mediapart maintient sa version, l'ancien chef de l'État a réagi « La vérité éclate enfin ». Alors, est-ce que finalement, c'est pas rassurant quand même que peut-être l'ancien président de la République française ne soit pas condamné dans une affaire de financement libyen ?
Est-ce que c'est pas rassurant pour notre démocratie? C'est pas fini, c'est ce que je veux dire, c'est pas fini, on n'en est pas sorti. Le dossier sur la parole de Takieddine. Le dossier était basé sur les le dossier était basé sur les accusations de Ziad Takieddine. Est-ce que le Non, problème... ça a été démenti par le PNF. Il y a d'autres. Alors on va y aller. Il y a des éléments concordants. Alors lesquels Voilà. Moi je ne les ai pas. J'ai pas eu accès au dossier. Okay. Mais il y a eu une annonce ce matin justement du juge qui explique que l'accusation s'est fondée sur un ensemble d'éléments concordants et un faisceau. Pas que. On parle en fait de proches de Nicolas Sarkozy, notamment Claude Guéant, qui a été son ministre, qui n'est pas en capacité de justifier un certain nombre de liquidités. En revanche, l'accusateur principal restait Ziad Takieddine. On parle quand même de 50 millions qui proviendraient en fait de la Libye, que personne n'a vu, parce qu'il n'y a aucun élément de preuve factuelle, si ce n'est ce témoignage. L'erreur de la justice n'était-il pas justement de porter toute une accusation, ou en tout cas un dossier, exclusivement sur un témoignage d'une personne qui ne semblait visiblement pas fiable? Karim. Là, je ne peux pas vous rejoindre. Mais je ne vous demande pas de vous rejoindre, moi je pose une question. D'abord, on n'a pas connaissance du dossier. Ouais. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la justice. Une mise en examen a été faite. Elle a été faite sur des preuves graves et concordantes. C'est l'élément tangible et juridique qui a été retenu. Et ça n'a été fait, comme vous l'évoquiez à juste titre, David, pas uniquement sur les révélations de Ziad Takieddine. Donc ça veut dire que ça fait partie de l'élément du dossier, mais l'élément du dossier en dehors même de ce témoignage-là continue de résister, ou en tout cas de constituer avec d'autres éléments qui sont des faits graves et concordants. Donc le dossier va continuer d'avancer. Je pense qu'on peut très largement faire confiance au parquet national financier qui mènera l'enquête jusqu'au bout. Mais il ne faut pas dire très rapidement que parce que le témoignage de Ziad Takieddine, dont on ne sait même pas si en réalité il est faux ou vrai, mais dont on connaît son manque de fiabilité en revanche. Exactement, et donc on peut se demander qu'est-ce qui est vrai, est-ce que c'est ce qu'il dit maintenant qui est vrai, ou est-ce que ça l'était vrai forcément avant? Exactement, c'est ce que je dis. Mais encore une fois, le parquet national financier sur la mise en examen ne l'a pas fait sur le simple fait du témoignage de ce monsieur, non, effectivement, mais sur d'autres éléments. De proches de Nicolas Sarkozy. Mais pas de Nicolas Sarkozy lui-même. Nicolas Sarkozy a été impacté. Il démarre en 2000 avec les attentats. Vous savez, les deux attentats, je crois que c'était le Boeing de la Paname et le DC-10 d'Utah. Ensuite, il y a eu la libération des infirmières bulgares. Accusées d'avoir transmis le sida. Ensuite, il y a eu la vente supposée des tableaux de Claude Guéant. Il y a eu des sommes perçues sur des comptes par des transactions faites aux Bahamas. L'affaire, c'est celle-là. Takieddine, c'est un élément de l'affaire. Un élément. Tout a été construit autour des propos de Ziad Takieddine. Et Ziad Takieddine est complètement revenu sur ses déclarations. Il avait expliqué qu'il était parti ramener une valise d'argent à Nicolas Sarkozy qui lui avait rendu en main propre. Il est revenu sur ses propos. Alors maintenant, il dit qu'il les a donnés à Claude Guéant dans un appartement. Enfin bon, c'est plus trop parce que ça m'a l'air d'être une histoire un petit peu. Ah non, même pas là. Il explique que c'est le juge qui aurait fait pression sans expliquer vraiment comment il a fait. Voilà, exactement. Il a signé quoi. Absolument. Oui, chaque PV ont été signés. Donc c'est quand même. Vous comprenez quand même qu'en France. La vraie question, c'est pas de savoir si Sarkozy est coupable ou il l'est pas, etc. Takieddine est un menteur fou. Ça c'est sûr. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que Takieddine a fait marche arrière? Ça faisait 8 ans qu'il soutenait cette version-là, et au bout de 8 ans, de manière totalement inattendue, alors même qu'il y a 4 semaines, Nicolas Sarkozy était mis en examen pour association de malfaiteurs, ce qui est quand même pour l'ancien président de la République, il est toujours. Et 4 semaines après, Takieddine nous dit on s'est trompé, vous m'avez mal compris, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, et Nicolas Sarkozy est innocent. En tout cas, je ne lui ai pas donné de valise. J'aimerais juste qu'on prenne un peu de hauteur quand même, parce que Nicolas Sarkozy, c'est pas juste le financement libyen de sa campagne. Nicolas Sarkozy, de près ou de loin, c'est quand même un survivant, et c'est un innocent en sursis. Je vais vous citer quelques affaires, c'est quand même assez costaud. C'est Big Malion, c'est les écoutes de l'Élysée, c'est l'utilisation des grosses coupures, c'est les sondages de l'Élysée, c'est l'affaire Karachi, c'est les voyages en jet privé, c'est les pénalités réglées par l'UMP, et donc rappelez-vous-en le sarcoton de celles et ceux militants qui ont aidé Nicolas Sarkozy. Vous avez payé le sarcoton. C'est l'affaire Bettencourt pour lequel il y a plus de difficultés. Enfin, non, mais il n'a jamais été condamné. Non, il n'a pas été. Ça a été classé. Non, mais dans toutes les affaires que tu c'est pour ça que je dis que c'est un innocent en sursis. Il n'a jamais été condamné. Donc, c'est pas parce que. Vous retravaillez la question de la présomption d'innocence. Je dis c'est un innocent en sursis. C'est redoutable ce que vous dites. C'est un innocent en sursis. C'est-à-dire que c'est un. Aujourd'hui, il n'est pas condamné. Il a un certain nombre d'affaires dans lesquelles il est mêlé directement ou indirectement. La justice nous dira effectivement s'il est coupable ou s'il ne l'est pas.
Mais jusque maintenant, et quand vous voyez le nombre de mises en examen, il est innocent, cours, d'ailleurs. Et qui sont en cours, en cours. Je le redis, c'est un innocent qui est en sursis. Alors peut-être qu'il le restera. Le sursis ne veut pas dire qu'à un moment donné, la condamnation va tomber. Mais ça veut dire qu'il a une épée de Damoclès sur la tête. La présomption d'innocence. Alors Charles, je vais répondre par les sarkozystes qui vous répondront, et qui répondent d'ailleurs depuis hier, que le PNF étant un parquet assez politique, ne serait-ce que par la nomination des juges, c'est une accumulation d'affaires politiques. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez, comment on dit, ça porte pas de fruits, je trouve plus le mot, stérile, merci. C'est plus facile avec l'anglais. Voilà. C'est assez stérile en fait de se poser la question de l'innocence ou pas de Nicolas Sarkozy, parce que d'abord il y a une instruction effectivement à laquelle nous n'avons pas accès, ou alors plus exactement auquel nous avons accès par un biais à la fois de ceux qui donnent les informations sur l'instruction et de ceux qui les publient également. Donc il faut qu'on ait tous conscience qu'il y a forcément un biais dans les informations auxquelles nous avons accès. Pour moi, la seule conclusion de ce qui vient de se passer avec Takedine, c'est que Takedine est un menteur patenté. En fait, on le sait depuis le début. Ça, pour le coup, c'est clair. Après, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe au bout de 8 ans. Il nous dit le juge Tournaire ne m'a pas compris. Enfin, il y a un an, il remerciait le juge Tournaire pour sa bonne compréhension dans toute cette affaire. Donc, effectivement, Takedine a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est probablement une question qui va se poser. Et après, la deuxième question qui peut se poser, effectivement, c'est pour ça que j'évoquais en taquinant les sarkozystes convaincus qui nous répondent que en fait c'est simple, c'est que la justice est politique et du coup Nicolas Sarkozy a beaucoup d'affaires. C'est la seule question. C'est la question. Non, mais c'est pas la question de la justice elle-même, c'est la question des moyens utilisés par la justice avec Nicolas Sarkozy. C'est le lien entre Nicolas Sarkozy et les magistrats, parce que on a bien vu même pendant qu'il était président de la République, il avait un compte à régler avec les magistrats. Maintenant que certains magistrats aient un compte à régler avec Sarkozy, c'est pas inimaginable non plus. Donc c'est toutes ces questions en même temps. Et non, mais je pense qu'il faut énormément de mesures et qu'on comprend quand même. C'est la fameuse, on avait beaucoup parlé lors d'une de ces affaires, je ne me souviens plus laquelle, mais des fameux filets dérivants du PNF. C'est que si on jette dans chacune de nos vies des filets partout, qu'on interroge tous les gens qu'on a rencontrés depuis qu'on est tout petit, et il y a forcément des trucs qu'on n'a pas bien fait à notre échelle, quoi. Mais enfin, il y a des failles qui sont quand même incontestables. Takedine est condamné, il a son passeport, il part en Libye. Là, il y a vraiment au-delà même de... Au Liban, pardon. Au Liban, pardon. Donc ça c'est un fait quand même qui est important dans ce dossier et qui qui annule totalement la crédibilité de ce personnage. Et effectivement, moi je déplore... Ne pas le mettre en contrôle judiciaire alors qu'il est condamné. C'est absolument incroyable. Effectivement, je déplore que ce soit cet individu qui aujourd'hui dédouane Sarkozy, parce que quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, véritablement. Sur le fait qu'un ancien président ait autant d'affaires, est-ce qu'on peut se dire, on a mis à la tête de la France quelqu'un qui visiblement n'était pas très net, ou alors au contraire... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Non, mais je pose la question. Ou alors, est-ce que le fait d'avoir autant d'affaires, c'est parce que justement il était aux plus hautes fonctions et qu'on a décidé d'en faire un ennemi. Enfin, je ne vais pas paraphraser Charlotte, je pense que Charlotte a déjà fait une description assez exhaustive des sarkozystes. Donc voilà, moi je mets en doute quand même l'enquête, j'allais dire, partiale du PNF. Véritablement, il y a une vraie politisation de ce... Vous êtes donc militant sarkozyste, David. Pardon ? Vous êtes militant sarkozyste. Non, je l'ai été et je l'admets, j'ai été un militant actif en 2007 et 2008 parce que effectivement, j'y ai vu une forme d'ouverture que j'appelais de mes voeux depuis mon enfance. J'ai vu une représentativité, j'ai vu des gens qui étaient élus qui me ressemblaient et c'était la première fois. Et donc, effectivement, j'ai été séduit par cette idée de la France. Et j'ai été très déçu par la suite. C'est la raison pour laquelle j'en suis parti. Et peut-être deux éléments, parce que ce qui est dit m'interpelle. En soi, on est un peu dans une thèse complotiste où la justice ne serait pas impartiale. On tombe très facilement... Non, mais en est une illustration archétypale. Tout le monde s'est posé des questions sur le parquet national financier. Après l'affaire Fillon, on s'est posé tous des questions. Sur le parquet national financier, il faut être très vigilant. Quand on connaît un peu le processus juridique, ce n'est pas le parquet national financier qui instruit l'affaire. Le parquet national financier saisit un juge d'instruction qui, lui, est chargé d'instruire l'affaire. Donc, déjà, tout de suite, en disant que parce que le parquet national financier a été créé en 2013
par François Hollande. Il y avait une aspiration politique derrière. Déjà, il a été créé parce que l'affaire Cahuzac avait très largement contribué au désaveu de la classe politique et qu'il fallait une réponse forte. On a eu la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le parquet national financier. Ensuite, il saisit un juge d'instruction, donc il y a une forme d'indépendance et surtout il le saisit in rem. In rem, c'est uniquement sur les faits et non in personae. Donc, il n'y a aucune attache à ce qu'est la personne d'un point de vue politique ou pas pour saisir. C'est uniquement sur les faits. Et les faits, le parquet national financier, par le juge d'instruction, a décidé que les preuves étaient graves et concordantes. Un deuxième élément sur vos deux questions, parce qu'au final, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un symbole positif qu'un ancien président de la République, d'une manière ou d'une autre, soit approché par la justice? Eh bien, moi, j'ai tendance à dire que oui. C'est la preuve que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, qu'il n'y a pas de personne intouchable. Ce n'est pas parce qu'on est des cols blancs, ce n'est pas parce qu'on a une fonction politique, quelle que soit la strate, on n'est pas des gens intouchables. Et c'est pas tout à fait ce qui se passe quand même. C'est bien le contraire. Malheureusement, la perception que nos concitoyens ont, c'est de se dire voilà, c'est ça. Merci David. Mais c'est ça comme le sentiment. C'est pour ça que la justice doit aller au bout et j'espère qu'elle ira au bout, qu'avec des éléments tangibles, elle condamnera s'il faut condamner ou pas. Mais en tout cas, le processus de mettre en cause juridiquement une personnalité politique ou publique, moi je trouve que c'est un processus sain pour notre démocratie. Mais du coup, vous y croyez au retour de Nicolas Sarkozy en politique, parce que c'était un peu la question quand même. Non, mais juste dire une chose, parce que je suis absolument d'accord avec vous sur le rapport entre les hommes politiques et la justice. C'est nécessaire, ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui, plus que jamais. Ça, c'est sûr. Que Nicolas Sarkozy réponde de son rapport à l'argent, de l'argent qui a circulé chez lui ou chez ses proches, c'est nécessaire. Maintenant, et c'est pour ça que j'évoquais le lien entre les juges, les avocats, peut-être des policiers et les journalistes derrière, c'est que au moment où, enfin, entre le moment où vous êtes mis en examen, où il y a une instruction, et nous qui avons accès à une partie de l'instruction, c'est aussi une manière, et si on oublie la personnalité de Nicolas Sarkozy ou de Jérôme Cahuzac, c'est aussi une manière de détruire non seulement la carrière politique, mais aussi la vie d'un homme. Et ça, avec Mediapart qui a contribué. Non mais voilà, donc c'est le lien entre la justice qui doit effectivement faire son travail, et le meilleur moyen qu'elle fasse son travail correctement avec qui que ce soit, c'est qu'elle le fasse de la même manière avec qui que ce soit. En fait. Ouais, mais Charlotte, c'est bien un journaliste de France 2, Pujadas, qui avait posé directement la question à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez tué Kadhafi? C'était une question qui était assez troublante. C'était direct. C'était si, il a dit est-ce que vous avez contribué à la mort du dictateur libyen. Même Sarkozy, je me souviens, le dit vous perdez la raison. Ouais. Ils ont viré PPDA pour moins que ça. Quand même. C'était la cour d'école. C'est-à-dire que si demain Sarkozy est condamné, cela va quand même remettre en cause énormément de choses sur des questions d'indépendance de la France et surtout des liens avec l'Afrique. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on s'extrait dans le rapport entre la justice, la vie politique et la vie médiatique. Il faut qu'on s'extrait des personnalités. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on a vu pendant... C'est ça le problème. L'affaire Fillon, on va oublier Sarkozy. L'affaire Fillon. Toujours à droite. C'était quand même son premier ministre. non, mais oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, la personnalité est peut-être attire moins de haine et de passion. Moins clivante. Voilà, moins clivante. Le problème de cette affaire Fillon, pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? C'est parce que exactement. C'est qu'on sait que le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, encore moins le temps politique. C'est ça qui gêne. Que M. Fillon ait à répondre de ses actes de la même manière que M. Sarkozy ou M. Cahuzac, c'est une excellente chose et c'est absolument légitime et il faut continuer à le faire et peut-être à le faire mieux que ça n'a pu être fait par le passé. Maintenant qu'on fasse comme si on ne voyait pas qu'il y a des temps judiciaires utilisés parfois par le temps médiatique pour détruire le temps politique. Là, c'est de la naïveté absolue que de ne pas le voir. Quoi. La difficulté... C'est vrai qu'on pourrait prendre Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen pour étendre pour équilibrer. Susceptibilité. Voilà. La difficulté, c'est une faille de communication. Pas François Bayrou, moi, ça me il y a des questions à se poser sur François Bayrou. Il est parti tout seul. Dans les deux affaires que vous évoquez, le souci que l'on rencontre, c'est l'émergence de la vérité. L'émergence de la vérité, finalement, en bout de chaîne, nous, citoyens, nous n'avons jamais accès à la vérité. Nous avons accès à des postures partisanes, claniques, idéologiques. C'est ce qui repose sur la conviction. Et le danger est là. Et je pense que la défiance, elle naît aussi de cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont considérer que Sarkozy est innocent, de façon tout à fait idéologique, et vous avez des gens qui vont considérer qu'il est coupable. De la même manière. De façon idéologique aussi. Sur des principes tout à fait concordants. Si demain, Sarkozy est innocenté, la seule manière de faire émerger la vérité, c'est qu'il attaque Takiedine pour dénonciation calomnieuse. C'est ce qu'il a fait. Et diffamation. Là seulement on aura accès à la vérité et effectivement ça pourra éventuellement
donner confiance et peut-être réduire à néant la défiance qui s'exprime à l'égard des politiques aujourd'hui. Juste un mot sur... Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas davantage à son envie de revenir qu'à sa capacité à être élu. Très rapidement, Karim, juste sur les sarkozystes. Moi, je ne suis pas persuadé que les militants de Nicolas Sarkozy pensent qu'il est innocent. Moi, je pense même je pense même le contraire. Mais ils sont prêts à lui pardonner. C'est les postures dont ils sont prêts à lui pardonner. Vous voyez, c'est ça la différence, quoi. Ouais, c'est ça. Ils disent c'est pas grave, c'était un bon président. Allez, il a mis la main dans le pot de confiture. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas juge, David. Mais le bon sens qui nous anime tous, c'est ce que nous avons de commun, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments de climat et de climat d'ambiance autour de Nicolas Sarkozy qui nous font penser que tout ça n'est pas très clair. Que tout ça est un peu flou. Alors, et comme dirait Martine Aubry, on va donner la parole à la gauche, quand c'est flou, à la nouvelle gauche. À la nouvelle gauche. Sur la question du retour de Sarkozy, on demande très souvent est-ce que Sarkozy va revenir. Mais moi, j'ai envie de vous dire, quand on voit que le Premier ministre est Monsieur Castex, quand on voit que le ministre de l'Intérieur est Gérald Darmanin, quand on voit que le ministre de l'Économie est Monsieur Bruno Le Maire, et quand on voit que, et on le sait, que Nicolas Sarkozy se rend très régulièrement à l'Élysée pour discuter avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il a vraiment besoin de revenir? Il est déjà là, en fait. Ah, bah écoutez, ce sera une très bonne conclusion. Justement, on va se retrouver. J'espère de vos propos. Non, mais très bien. Alors, on a accusé effectivement d'avoir chassé à droite Emmanuel Macron, et effectivement, il l'a fait avec d'anciens sarkozystes. On clôture juste cette partie et on revient avec un deuxième présidentiable, Jean-Luc Mélenchon, qui était hier en direct sur BFM, et on va voir justement si on croit. J'ai des super lancements moi en ce moment. Si on croit en Jean-Luc Mélenchon président 2020. L'actu autrement avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'actu autrement. Nos invités au micro de ce soir, David Dickens, expert en communication, Karim Ziabat, élu municipal de la ville de Cergy et porte-parole des engagés, Charlotte Dornella, journaliste à Valeurs Actuelles, Edriss Etazaoui, vice-président d'Évreux, porte de Normandie, et vice-président de l'Association des villes et banlieues de France. Alors, pour Mélenchon, officiellement... d'accord. Alors, pardonnez-moi parce que j'étais... C'est de plus en plus court quand même les lancements. Non, mais parce que... T'as coupé? Non. On continue? On continue. Allez, c'est bon, très bien. Alors, officiellement... C'est quoi le son? Là, ça va fighter, je sens. C'est très sympa. Écoute, je te remercie, Nicolas. Alors, j'aime beaucoup ces initiatives. Alors, effectivement, on parle de Mélenchon qui se présente dorénavant à la présidentielle de 2022. Nicolas pour Rocky Balboa, c'est très intéressant. Alors, officiellement candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme celui qui incarne le mieux l'avenir de la gauche, selon un sondage ELAB. Mais pour les Français, ses chances de l'emporter restent minces. Lorsqu'on interroge les Français pour savoir qui incarne le mieux le résultat, reste sans appel. Jean-Luc Mélenchon reste en tête pour 21% des Français. Tout de même. Suivi de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, à 17%, Ségolène Royal, 13%, Benoît Hamon, 12%, et Arnaud Montebourg, également 12%. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a une gauche réconciliable qui peut gagner la prochaine élection présidentielle en 2022 ? En 2022. Je ne répondrai pas à cette question parce que ça sous-entendrait que je considère que les mots de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables sont vrais. Ce n'est pas ma théorie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, et je le regrette amèrement, la démarche d'Emmanuel Macron. la démarche de c'est une obsession Emmanuel Macron chez vous. La démarche de Jean-Luc. Non, la démarche de Jean-Luc Mélenchon est une démarche individualiste. Elle recueille certes 150 000 signatures sur Internet. En 4 jours tout de même. Oui, on sait très bien ce que vaut un clic sur Internet. On l'a vu avec le parti d'Emmanuel Macron. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui... ils sont arrivés au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir en ayant une base qui est totalement très peu palpable. Et on le voit sur le terrain. Et on l'a vu aux élections municipales ce que ça a donné. Mais sur la question de Jean-Luc Mélenchon, il préempte une candidature de gauche en n'ayant aucun accord avec les autres partenaires de gauche. C'est là le risque. Donc on sait très bien que quoi qu'il arrive, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le seul candidat à gauche. Il a souhaité lancer son initiative. Moi, je ne lis pas dans des boules de cristal, mais je sais très bien qu'il terminera entre 8 et 10%. Vous êtes favorable à une primaire entre les candidats de la gauche Il faut qu'il y ait en tout cas un processus qui puisse désigner un candidat unique. Est-ce que ça doit être une primaire? Est-ce que ça doit être une acclamation, que sais-je? En tout cas, il faut qu'on puisse à un moment ou à un autre que ce soit avec... Qui va réunir de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste en passant par... C'est là où je vous dis que c'est pas forcément ma gauche, que je vous disais tout à l'heure pendant la pause pub. C'est que je considère que je suis de gauche sur des valeurs républicaines et malheureusement aujourd'hui, dans la gauche, on voit très bien qu'il y a un éventail qui ne va pas jusqu'au bout de la gauche. Jean-Luc Mélenchon est républicain, on peut pas lui quand même... Il est républicain, mais on voit très bien qu'au sein de son parti politique, on a quand même des revendications par certains de ses élus qui
sont pas forcément en phase avec ma conception de la Lesquels ? République. Par exemple, Par exemple, Driss prend mon travail bien à cœur. Il vous a des questions. je suis surpris. Tu vois, une gauche qui n'est pas une gauche républicaine. Moi, je suis surpris de savoir qui n'est pas républicain. Qu'est-ce que ça veut Parmi, Oui. qu'est-ce que ça veut dire quoi. Si on peut le laisser répondre, Lucas, c'est une question. Ouais. Karim, on t'écoute. on a une vision, en tout cas une vision, pour moi ce que doit être une vision de la République, c'est considérer les gens sur ce qu'ils sont et ce qu'ils apportent à la République. Et quand on prend, je vais vous donner un exemple très concret, des politiques qui peuvent tendre à... J'aime pas forcément utiliser le mot communautariste, mais tendre en tout cas à une vision de réduire ce que sont les gens à leurs origines. Eh bien, moi, je pense que c'est pas forcément la posture la plus intéressante, politiquement en tout cas, et qui est pas forcément en phase avec ce que moi je défends. C'est ce que fait aujourd'hui le parti des Insoumis. Dans certains territoires, à travers certaines démarches politiques, oui, on l'a vu. Je pense que, je sais pas si vous, dans votre territoire, vous avez des personnes issues de la France Insoumise. Nous, on l'a vu pendant l'élection municipale. On voit très bien que les postures ne sont pas celles d'une gauche plus républicaine. D'accord. Driss, sur ce retour sur cette troisième d'ailleurs possibilité d'élection de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il incarne aujourd'hui la gauche ou est-ce que, comme l'a dit Olivier Faure, le président du Parti socialiste, c'est au final une conviction très égoïste ou une ambition plutôt très égoïste? Tout ça relève des affaires internes de nos amis de la gauche. Par assemblée, on l'a bien compris. Mais la démarche, l'initiative de Jean-Luc Mélenchon ne me surprend pas. Il est chef de parti. Et il a besoin d'affirmer au sein de son parti qu'il y a un leader. Et que ce leader est incontestable. Et son initiative, qui est une initiative populaire, c'est une sorte de mini-référendum populaire sur les 150 000 parrainages, c'est une initiative perso, c'est l'ambition qu'il s'était fixée. Je trouve que l'initiative est plutôt pas mal que de se dire... Ils sont 500 000 chez les Insoumis, donc c'était évident qu'ils allaient les atteindre. D'autres pourront dire que c'est pas assez, 150 000, d'autres diront que c'est très bien, il aurait pu en faire 300, etc. Mais peu importe, je veux dire, l'initiative est originale. Oui. L'initiative est originale. Comme l'hologramme, c'est original. Aussi, il faut le souligner. Oui. Non, mais elle est presque plus légitime que les 500 maires, en fait. Que les 500 parrainages. Oui. Vous avez d'un côté les 500 parrainages d'élus. Et vous avez de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui dit mais attendez, moi j'entends et j'écoute ce que dit le peuple. Et le peuple aujourd'hui nous dit qu'il a besoin de contribuer à la décision publique. Quand on est à la tête d'un parti, il va chercher 150 000 parrainages qui sont aussi des témoignages. Oui, il a eu 7 millions il met le curseur de votants. Il met le curseur sur les 150 000. J'aimerais bien dérouler mon sujet jusqu'au bout. Donc il prend cette initiative. On peut être d'accord ou pas sur le chiffre, peu importe quoi. Mais en tout cas, il prend cette initiative et il se dit je vais affirmer mon leadership au sein de mon parti et je suis donc candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi vous êtes surpris? Jean-Luc Mélenchon n'a jamais cessé de dire qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a absolument rien de surprenant. Ce qui peut interroger, c'est le temps. C'est le moment où il le fait. Est-ce que c'est le bon moment? Franchement, moi, c'est la question, quoi. Au moment où on parlait tout à l'heure, et le premier sujet était celui du Covid, la crise sanitaire que le pays connaît, je veux dire, on vit quand même un contexte de terreur du fait des attentats sur fond de pandémie. Et nos concitoyens, franchement, aujourd'hui, ils ont tout à l'esprit sauf l'agenda politique. Les présidentielles, ils s'en foutent, excusez-moi l'expression triviale. Alors nous, on peut disserter aujourd'hui autour de la table en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais sur la question de la temporalité, c'est une vraie interrogation. Est-ce que c'était le moment? Moi, je ne le crois pas. Ensuite, le rapport qu'il peut avoir avec ses amis ou sa famille à gauche, j'ai bien compris que dans un esprit concurrentiel, certains pouvaient le taxer d'être individualiste, mais là, c'est le jeu politique. L'idée d'un agrément citoyen, on va tous être d'accord là-dessus, à condition qu'il soit véritablement organisé, qu'il soit proposé à d'autres gens. Adrien Quatennens ou Corbière auraient pu s'y soumettre. Et là, je pense qu'on aurait vu peut-être poindre la vraie volonté des militants de la France Insoumise. Donc pas assez démocratique. Écoutez, quand vous avez un seul homme qui décide de la méthode et qui décide même du chiffre qui va lui permettre de briguer un mandat, je suis pas sûr que ça puisse s'inspirer de la République qu'il convoque à chacune de ses phrases. Donc moi, ça me pose un problème. Le second, c'est que j'ai l'ardente conviction que Jean-Luc Mélenchon est un sursitaire du dégagisme des dernières élections et que ce qui ne s'est pas produit, alors effectivement comme vous je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui ne s'est pas produit dans un environnement favorable
à la dernière élection risque d'être vraiment une déconfiture. Donc il s'est lancé parce que c'est sa dernière chance. Pour moi, j'ai eu Adrien Quatennens, que je trouve très articulé, qui représente peut-être l'avenir de ce parti, à la fois par la jeunesse, mais par la nuance de son propos par rapport à Jean-Luc Mélenchon sur certains aspects. Et je trouve que la méthode en elle-même, la façon dont elle est organisée, pose question. Okay. Alors, moi, j'ai deux questions, Charlotte. La première, c'est concernant son âge. Il a 70 ans, et on s'est posé des questions sur Joe Biden, sur sa possibilité de diriger l'Amérique. Il y a répondu sur BFM TV, donc, expliquant que tous les présidents avaient plus de 70 ans. Ouais, mais donc maintenant on a Emmanuel Macron entre temps, donc c'est vrai que les questions se posent. Oui, bon. Et la deuxième, c'est est-ce que finalement lui va réussir. Oui, voilà. Bon, on a bien compris que c'était pas non plus un emballement lié à son âge. Non, mais c'est véritablement du sens, parce que ça fait des années qu'il est dans la politique. Je crois que moi en 1987, moi je suis né en 1987, lui il était déjà élu, donc vous voyez. On peut se poser quand même des questions concernant Jean-Luc Mélenchon et la temporalité pour le coup, mais dans l'activité politique. Et ma deuxième question, c'est est-ce que finalement, on n'est pas tous en train de chercher cette fameuse chimère de réunir les droites, réunir les gauches pour se présenter, alors que l'élection elle-même, c'est la rencontre entre un candidat et le peuple. Peut-être gaulliste, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais sur la première question, la temporalité, je pense que c'est l'atout et la faiblesse de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que précisément, on a essayé Emmanuel Macron, on a bien vu que l'âge ne suffisait pas à faire pousser des licornes, en fait. Hein, voilà. Que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et du coup, pour le coup, l'expérience pourrait être une chance et un atout, en l'occurrence, pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, son âge, en tout cas, moi, ça ne m'arrêtera jamais dans mon vote, l'âge de la personne que j'ai en face de moi. En revanche, chez Jean-Luc Mélenchon, l'expérience n'est pas très linéaire. C'est ça le problème, c'est qu'il a énormément changé à la fois de stratégie et donc d'idées, mais on a un peu trop vu que c'était de la stratégie parfois, entre 2017, depuis 2017, et là où il revient un peu justement sur cette posture extrêmement communautaire, il essaye de revenir dessus. À mon avis, ça va être compliqué déjà au sein de son parti et ensuite avec certains de ses électeurs. Et après, sur la deuxième question, savoir la question de réunir, moi, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup agacée chez Emmanuel Macron, c'est quand il a dit « avec moi, il n'y a plus ni gauche, ni droite, ni clivage, tout le monde est d'accord parce que je vais juste être efficace. » Ça m'a toujours exaspérée parce que je pense qu'il y a des clivages et que c'est nécessaire en fait, et que d'ailleurs l'alternance... Si ces dernières années, nous avions eu, au lieu d'avoir des alternatives de personnes, plus d'alternance dans la politique menée, je pense que la défiance ne serait pas telle, que le sentiment d'impuissance qui amène à la colère dans la population ne serait pas tel non plus, et que du coup, je pense que la discussion qu'il y a entre des clivages politiques est nécessaire dans une société. Elle n'est pas grave. Le problème, c'est que comme on n'arrive plus à se parler sans se hurler dessus, on a l'impression que c'est le clivage qui est grave. Moi, je ne le pense pas, et je pense qu'effectivement, on ne va pas être d'accord sur la manière de gérer, et qu'il est bon que des gens se succèdent au pouvoir avec différentes idées dans la manière de gérer les choses. Donc il représente la gauche ? Et donc, non, alors là, il y a deux choses. Oui. C'est que d'abord, Jean-Luc Mélenchon, on peut se poser la question pourquoi il le fait maintenant. Ça, c'est de la vieille stratégie politique. On comprend très bien qu'il part le premier pour que justement celui qui arrive en deuxième ou en troisième soit le diviseur, et ce ne sera plus Jean-Luc Mélenchon. Il est accusé depuis 4 ans d'être le diviseur en chef de la gauche. Et bien là, il arrive, il dit je suis le premier, maintenant c'est vous qui allez diviser. Donc là, on a bien compris la stratégie. C'est bien rodé. C'est bonne guerre, quoi. C'est du Mélenchon. Il est quand même bien formé et bien efficace. Après, la deuxième chose, c'est que moi, contrairement à vous, c'est pas spécialement par amour ou par passion pour Manuel Valls, mais je pense que le seul point d'achoppement que vous avez dit entre Jean-Luc Mélenchon et vous, à savoir l'universalité en gros de la République contre le communautarisme, à mon avis c'est difficile à réconcilier quand même, surtout vu l'état du pays. Mais là je vous laisse faire si vous arrivez à vous réconcilier. C'est loin d'être le seul point sur non bien sûr, mais déjà celui-là c'est ça, mais sur d'autres biais, que ce soit économique, que ce soit sur la vision de l'Union européenne ou sur tout un tas de sujets, on a quand même extrêmement de divergences, en tout cas de ma tendance politique avec Jean-Luc Mélenchon. Sur la question de la temporalité, Driss, vous l'aviez évoqué, pour une fois je ne vais pas être d'accord avec vous. Ça tombe bien, j'ai des choses à vous dire encore. La question de savoir, est-ce qu'en pleine crise sanitaire, est-ce qu'en pleine crise sanitaire, il est opportun de parler politique ? Moi, à titre personnel, quand on l'a vu aux États-Unis, l'élection a eu lieu avec une force et avec un nombre de votants qui n'a jamais été égalé. Et parce que justement on vit une crise sans précédent, on a besoin de faire vivre la démocratie. Et c'est parce qu'on va avoir des perspectives politiques, parce qu'on va penser à un avenir politique qui soit plus radieux ou qui soit différent de celui qu'on vit aujourd'hui, qu'on va pouvoir aussi s'en sortir de cette crise-là. Donc moi, je suis persuadé que pendant cette période-là, il faut qu'on soit justement fort politiquement. Après, la question de Jean-Luc Mélenchon,
vous l'évoquiez très bien, c'est qu'il a juste préempté la candidature à la présidentielle pour dire que je suis le chef et le leader à gauche, mais comme on le sait tous, il ne sera pas le candidat unique de la gauche. On verra maintenant, une des vraies difficultés, ça va être la stratégie d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, du Parti Socialiste. De qui ? Du Parti Socialiste. Pardonnez-moi, j'avais oublié un peu. Il reste des Vous ruines. savez, le parti qui a quand même eu comme président de la République Oui. François Mitterrand. Non, mais qui propose plus François grand chose Hollande. maintenant. Qui propose plus Mais ça fait un grand-chose. petit peu Non, mais les de faits, temps. les faits Vous sont quand même... savez sur la question du mais Parti c'est vrai pour Socialiste. tout le monde. En politique, est-ce qu'il est bon d'enterrer les gens définitivement Pardonnez-moi, ou la- encore plus les partis là, pour le coup, pour la gauche, il n'y a pas eu un vainqueur historique qui n'ait pas Mais été par contre, en il reste beaucoup de capacité, socialistes, hein, si ça peut qui vous n'ait pas été rassurer, en capacité ça, il en de reste pas. rassembler. Ça, on est tout à fait d'accord. Il y a 23% des Français qui lui reconnaissent une présidentiabilité. Oui. 23%, c'est très peu. Il est incapable de rassembler, même on trouve qu'il incarne la déchirure à gauche. On a parlé d'Anne Hidalgo dans les potentiels prétendants parce Numéro que 2. elle a réussi là où il a échoué parce qu'elle a réuni à Paris. Et Yannick Jadot, on voit la poussée des Verts un petit peu partout et ils se détestent absolument. Donc je pense que véritablement cette candidature est difficilement explicable et vaine, véritablement. Ah mais il y a des échéances qui vont arriver, c'est-à-dire qu'il y a les On régionales, a les qui vont arriver, régionales, il y a et- les départementales. Est-ce que la gauche va se réunir déjà pour ces élections ? C'est peut-être la question d'abord qu'il faut se poser. Sur la question des régionales, on a en tout cas sur la région Île-de-France, on a un début de quelque chose qui malheureusement n'est pas forcément dans le bon sens. On a Audrey Pulvar qui réussit un large rassemblement avec extrêmement de force politique de gauche et malheureusement Julien Bayou, dans la même posture que Jean-Luc Mélenchon, 3 jours avant le congrès du Parti Socialiste de cet été, a préempté la candidature en disant « je serai candidat aux élections régionales ». Donc là, pareil, on a un jeu. Après, on sait bien que l'élection régionale se joue Donc, sur il y aura 2 le tours. rassemblement de la Et gauche donc- sans les insoumis. En tout cas, c'est ce que j'appelle Qu'est-ce qu'on c'est ce que j'appelle de mes voeux. Mais encore une fois, la question d'Europe Écologie Les Verts va être très compliquée encore à trancher. On verra selon les scrutins qui vont arriver, vous l'évoquez à juste titre, les départementales et les régionales, et se créera un rapport de force. Si effectivement la force d'Europe Écologie se dégage très largement en tête dans toutes les régions, bon bah se posera la question de savoir quel sera le leader. Si c'est le Parti Socialiste ou en tout cas cette tendance-là de la gauche, ce que j'espère, ce sera, en tout cas j'espère, derrière ce courant-là qu'on se rangera pour un candidat. Celui de Pulvar. Pas forcément celui de Pulvar, mais en tout cas, c'est cette gauche-là qui se réunit Pulvar, c'est qui est l'Île-de-France, hein. autour de la société Non, mais je civile parlais de de- gauche, autour du Parti Socialiste, autour des D'accord. radicaux de gauche, autour du PRG, autour des engagés mouvements de Laurent Geoffrin. C'est Et peu autour limpide, d'autres- vous en conviendrez. Ça sera compliqué Mais et il y ça a fait des partie du idées jeu politique. différentes, Mais oui, c'est ça. j'ai le sentiment quand même que le Parti Socialiste... Socialiste... si elles sont rassemblées, Non, mais j'ai le rassemblent- Oui, mais alors ça moi, ça, semble je pense difficile. que. Je vais parler plutôt, parce que je vais révéler un scoop énorme, je suis plutôt de droite. Oui, Ah ouais, du coup, merci. et du coup, Je pensais que vous étiez candidate à l'élection présidentielle. Non. On attendait le scoop. tu me Ouais, je lances. croyais qu'elle allait nous dire je suis Vous avez candidate. lancé votre candidature sur Internet et après Non, non, pas au du tout. clic. Mais du coup, ce rassemblement, du coup, je vais parler plus à droite. Le problème, c'est qu'on a voulu, pour gagner, rassembler des gens qui ont des idées différentes. Mais du coup, au bout d'un moment, les lecteurs en bas de la chaîne, que je suis en l'occurrence, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, ils se foutent de nous, quoi. Tout à C'est-à-dire fait. qu'ils se rassemblent absolument pour gagner, mais en fait, il y a des choses sur lesquelles ils sont pas d'accord, et moi, je préférais voter pour un tel plutôt qu'un tel, parce qu'il y a des nuances qui me semblent importantes, et à la fin, je me retrouve avec un globi-boulga qui essaye, enfin, qui ne réussit à ne rien faire sur C'est les vrai. sujets vraiment clivants. On en parle immédiatement, juste après la pub. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'actu autrement. Juste avant, on était en train de parler de cette gauche peut-être irréconciliable. Alors, guerre des idées ou guerre des égos, Driss Azaoui à gauche? J'aimerais revenir sur le procès en communautarisme qui est fait à Jean-Luc Mélenchon. On t'écoute. J'ai du mal à comprendre. Je veux bien comprendre que certains à gauche, parce que Mélenchon représente une menace, on puisse essayer de le disqualifier en lui reprochant d'être communautariste. J'entends bien que certains de nos amis médias, et en particulier Valeurs Actuelles, dont ils ont eu maille à partir avec Madame Obono sur un sujet particulier, Moi, puissent c'est nul, reprocher. Non, Non mais excusez-moi, c'est pas une discussion de fond là. Enfin, je veux dire, ben si, parce qu'on en revient sur la question on du a aussi eu communautarisme. Vous renvoyez, mais me dites pas que c'est nul. Bah non, Alors, mais moi je vous dis quelque chose, l'argument, mais répondez-moi sur le fond. Alors on va y aller. En fait, Répondez-moi sur le fond. on reste sur. Je suis en train de vous dire, c'est que vous dites que Mélenchon est communautariste, d'accord? C'est le reproche que vous lui faites et que Karim lui fait, quoi. Sauf que qui est venu dire à Jean-Luc Mélenchon qu'au sein de son parti et qu'au sein de son famille politique, il n'avait non pas des élus qui étaient des élus français, des citoyens pleins et entiers, mais plutôt des élus qui tiraient leur origine de l'Afrique subsaharienne. C'est pas Mélenchon qui l'a dit, c'est pas lui qui l'a dessiné, c'est pas lui qui l'a caricaturé. Alors, C'est le reproche qu'on lui fait.
Bah non, mais Charlotte, Non, mais là, j'ai bien il parle compris. à valeurs actuelles. Je reviens. Non, mais là, c'est pas le sujet. C'est pas du tout Non, mais c'est la question du communautarisme. Mais On ne peut je pas pourrais- dire à quelqu'un, vous êtes communautaire, C'est pas ce que alors je qu'on dis. lui fait des reproches, etc. Quand on Non, mais je l'assigne me tourne vers vous, systématiquement, Karim aussi. Quoi. Là, c'était pour. Alors, mon il ami règle Charlotte. ses comptes, Driss J'espère Etel. qu'on restera amis encore après à la fin de la chaise à la fin, tourner vers moi. à la fin de l'émission. Maintenant, je me tourne vers Karim. Driss, il Non, mais c'est déclenche important parce que l'émission, c'est les deux. au dernier moment. Alors, c'est Mais pas non, un mais- dauphin, il est sur un sprint là. Non, mais c'est pas ça. Enfin, je serais pas intervenu sur le sujet si Charlotte avait pas dit attention, laisse etc. Quoi. Enfin, moi, l'universalisme, je suis pas un adepte ou un fan de Jean-Luc Mélenchon. Il a une grande gueule, il fait dans la provocation, il est assez clivant comme personnage, etc. Et effectivement, il gagnerait à être beaucoup plus apaisant. Et je pense que probablement que nos concitoyens, d'ailleurs, c'est ce qu'ils lui reprochent, d'être peut-être un peu trop clivant. Mais quand il crie la République, c'est moi. D'ailleurs, il s'est exprimé sur BFM sur le sujet. Non pas en s'excusant d'avoir prononcé cela, parce qu'il avait le sentiment d'être traité de manière injuste, mais plutôt sur le ton qui était le sien. Mais quand vous dites que sa posture ou sa position vous dérange, quand vous dites qu'il a une approche communautariste, écoutez, moi je l'ai écouté sur BFM hier, à aucun moment il n'a parlé de communauté. À aucun moment il n'a parlé de catégoriser nos concitoyens et qu'il fallait, dans une espèce de discrimination positive, favoriser certains par rapport à d'autres. Il prend effectivement la défense d'un certain nombre de concitoyens de confession musulmane parce qu'il a le sentiment qu'ils sont injustement traités. Est-ce que parce qu'il prend la défense de cette catégorie de population française, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être communautaire dès lors que vous défendez c'est à Karim de le définir au préalable. c'est justement à Karim de Parce nous que pour moi, ce l'expliquer. n'est pas un problème. Donc j'aimerais que vous le définissiez. Karim, si tu peux répondre justement à ça. Sur la question communautaire. Je Exactement. suis un communautariste de droite. Je vais répondre très très justement sur la question que vous évoquiez et sur le développement que vous faites à la fin. Effectivement, sur la défense d'une quelconque communauté, sur la défense de personnes qui sont opprimées, qui sont stigmatisées, qui vivent des difficultés, qu'elles soient sociales, financières, territoriales, et qui subissent ces inégalités-là, c'est mon premier combat. C'est mon combat même tu as eu à le pour faire la République. de J'ai eu à le nombreuses fois faire dans les médias, j'ai eu à le faire dans mon engagement politique, dans mon engagement citoyen à travers tout un tas d'associations. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de débat, en tout cas, il n'y a pas de divergence. Par contre, ce que Jean-Luc Mélenchon dit hier soir sur BFM TV, ce n'est pas le discours que tous les militants de la France Insoumise ont, notamment certains élus, et c'est eux dont je parle, et aussi ce n'est pas le discours qu'il avait eu il y a 5 ou 10 ans. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a une évolution de ce que dit et ce que pense Jean-Luc Mélenchon pour réussir à élargir le socle électoral, et parce qu'on voit très bien que la tendance aujourd'hui, compte tenu des événements qu'on a en France, vise à un universalisme plus affirmé, une république, ou en tout cas un esprit républicain plus affirmé, et on voit très bien qu'il a une évolution dans les mots qu'il a. Si vous prenez Jean-Luc Mélenchon d'il y a 10 ans, ce n'est pas le même Avec Jean-Luc Mélenchon, je serais pas parti sur le terrain du communautarisme. Je pense qu'il y a énormément de choses qui. Je l'ai dit tout à l'heure, la question économique, la question de l'Union européenne, la Alors je question suis pas d'accord sociale, avec lui. Pour le coup, je suis pas très attaché à Jean-Luc Mélenchon ni à son parti, mais je pense quand même qu'il est républicain. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Je donnerai la tête sur la Mais je pense question. qu'on peut être les deux. Hein, d'ailleurs. Absolument. Oui, on peut être. Alors, on y vient. Alors voilà, sur la question républicain, Non, communautariste. je vais d'abord répondre juste sur la question Allez. de Bono, si vous voulez bien. Qui était une question nulle, j'ai bien entendu. Non, c'était pas la C'est un question qui propos. était nulle, c'était l'évocation de ce sujet-là, là, dans notre débat, qui me semblait pas très opportun. Mais j'ai compris pourquoi Mais vous si. l'avez fait. Ah, vous Justement, avez compris D'accord. Non, mais j'ai compris pourquoi vous l'avez fait. J'ai expliquer, compris en quoi. même temps que vous n'aviez pas lu le texte. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Le texte. Bah, de le texte Bono. en Les question. valeurs actuelles. Le Ah texte de non, valeurs- j'ai vu le dessin. Bah voilà, mais donc j'ai Et la compris les polémique deux en même autour et les temps. commentaires. Mais oui, mais quoi. le Et les dessin, tribunes aussi dans l'IB, etc. Non mais quoi. justement, donc je vais vous Alors, expliquer très rapidement. non mais très rapidement, mais parce parce que que du coup, c'est Ça date un peu. Oui, puis Parce que- retourner. mais non, mais c'est surtout que en fait, il y a une série d'étés dans lequel on met des personnages aujourd'hui Ça, j'ai dans bien un temps passé. J'ai bien Or, compris. ce que nous voulions dans cette série-là, c'était toutes les semaines, dans cette série-là, nous voulions répondre aux indigénistes, en gros, qui nous expliquent que l'homme blanc est coupable de tous les maux sur la terre, notamment de celui de l'esclavage, qui en fait un argument politique, simplement, et Madame Obono tient ce discours-là, et nous voulions la ramener à la réalité de l'esclavage pour lui dire que les Blancs n'avaient pas été les seuls à le pratiquer. C'était la seule intention, et puisque tout a été un procès d'intention, je rappelle juste ça. Et en l'occurrence, Madame Obono, c'est un bon exemple, parce que nous avons une femme qui non seulement dit une fois députée, beaucoup plus facilement, on a tous vu cette vidéo 15 fois, beaucoup plus facilement, je nique la France, et qui est incapable de dire vive la France, elle est quand même députée de la nation française, excusez-moi, et c'est la même Madame Obono qui, au moment où Jean Castex est Premier ministre, fait un tweet dans lequel elle liste les problèmes à reprocher à Jean Castex, parmi lesquels d'être un homme blanc. Donc le communautarisme, c'est celui-là, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème de la France insoumise. Je rappelle qu'Emmanuel Macron l'avait dit aussi. Ah ben, Un fameux d'ailleurs, mois de mai j'avais à réagi l'Élysée avec Jean-Louis exactement- Borloo en disant Des hommes blancs. J'avais Des hommes blancs.
réagi avec Demain, la la même limite, colère. la Moi, limite, j'avais Très, réagi très avec- brièvement, Ouais. la limite de l'argument, c'est que moi, je ne vous reconnais pas, je m'adresse pas à vous, mais je ne reconnais pas à valeurs actuelles la légitimité et le droit de questionner ma francité sur le fait de me demander de dire vive la France ou de chanter la Marseillaise, Non, comme ça a été fait à plusieurs reprises. Les gens qui m'ont demandé de chanter la Marseillaise, je me suis aperçu que quand je leur ai demandé de chanter le deuxième couplet, ils en étaient incapables. Non, mais c'est David, la question a été, en plus, ça a été même pas posée chez Valeurs Non, Actuelles. c'est pour ça, a été posée aux grandes chez les gueules. grandes Juste gueules. pour conclure. C'était Oui, tout à mais fait. elle- Tout à fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai été soumis aussi à cette injonction de chanter la Marseillaise, et je trouve ça Mais absolument pourquoi je ne ridicule. demande pas de le faire aujourd'hui? Parce que d'abord, vous n'êtes pas député et que vous n'avez pas dit nique la France. C'est pour ça que la question lui est posée et qu'elle n'arrive pas à le dire. Après, Charlotte, alors, sans vouloir faire la défense de Madame Obono, mais le texte, parce qu'effectivement, Driss ne l'a pas lu, mais le texte, à bien des égards, pouvait donner le sentiment d'être aussi particulièrement raciste parfois. Et donc, du coup, l'image illustrait aussi le propos qui était assez dégradant. Mais bien Vous lui sûr, donnez vous le matinez d'un Non, je aspect vous explique l'intention. didactique qui consisterait à expliquer aux gens que l'esclavage C'était exactement n'a pas Alors, été pratiqué mais alors, que par David, que on va essayer- Ça, je trouve ça. C'était David, je trouve ça. en début de Mais texte. On essaye Si de on peut revenir. juste reproche fermer de- cette Oui, parenthèse. Sur Valeurs Actuelles, merci Driss de nous avoir demandé de nous expliquer sur la C'est la question du Il communautarisme. n'était pas du tout de notre Alors, sommaire, par mais contre, sur la le question du communautarisme communautarisme. républicain, ça m'intéresse parce que c'est exactement les Non, choses mais que je c'est- partage. Non, mais parce que moi, j'accuserai pas d'être anti-républicain à partir du moment. Enfin, je On est sais d'accord. très bien ce que ça veut dire en fait. Bon, voilà, c'est république, ça sort à toutes les sauces, mais je Aujourd'hui, comprends oui. pas trop. Maintenant, l'universalité, enfin, le modèle même républicain, on peut effectivement le concevoir de différentes manières. Je vais prendre un exemple récent, même chez Jean-Luc Mélenchon pour le coup, puisque vous évoquiez la communauté qu'il a défendue, en l'occurrence les musulmans très récemment. Il prend cet exemple, moi ça m'a vachement marqué parce qu'il dit, en gros, la laïcité est devenue un outil pour combattre les musulmans. Le même Jean-Luc Mélenchon qui, en ce moment, nous dit qu'au nom de la laïcité, qui s'est battu d'ailleurs toute sa vie, au nom de la laïcité pour changer le drapeau européen parce que ça rappelait les étoiles de la Vierge, pour interdire les crèches dans les mairies parce que, au nom de ce qu'est la République aujourd'hui, il faudrait oublier tout ce qu'a été la France avant la République. Et c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui utilise la laïcité en permanence pour taper sur une autre religion. Ça, pardonnez-moi, mais si c'est pas du communautarisme pur d'aller utiliser l'argument de la laïcité une fois contre les cathos, le lendemain pour les musulmans, si c'est la paix qu'ils cherchent avec ça, Alors moi, si je peux juste rajouter quelque chose, moi, si je peux donner une définition pour le coup, république et communautariste, pour moi la communauté, c'est la communauté nationale. La République reconnaît qu'une seule communauté. Donc à partir du moment où on est communautariste, à partir du moment où on reconnaît des parties de communautés d'individus au sein d'une nation, c'est là où que ça pose un problème. Donc ça intéresse pas la République. Donc on n'est plus oui, mais on est plus c'est quand il y en a plusieurs. On n'est plus il ressort que les propos polémiques. Je sais pas. Donc ouais. Alors David, et l'exemple américain, on est une illustration archétypale. Et nous, on a une vision française. Mais vous dites non merci, mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'étais très jeune. Je viens d'une banlieue parisienne qui est Trappes. Et je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 20 ans. Et effectivement, je n'avais pas vécu dans mon propre pays cette notion de représentativité. À l'écran, j'ai 54 ans, je suis beaucoup plus âgé que vous. À l'écran, à cette époque-là, je ne voyais pas de gens qui me ressemblaient. Je n'avais aucun élément de référence qui pouvait m'inscrire, qui ne venait pas heurter ma francité à aucun moment. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, de la même manière, j'ai été directement, introduit dans la communauté noire. Et je n'ai vu lors de mon premier séjour que des Noirs. Mais j'ai rencontré des gens comme Gordon Parks, comme Florence Kennedy, qui étaient des activistes, des gens qui ont marché aux côtés de Martin Luther King et qui m'ont expliqué et qui m'ont fait devenir l'homme noir français que je suis aujourd'hui. Et quand je parle de communautariste aujourd'hui, je parle de ce que mes origines apportent à ma culture française. Je parle de la langue, du dialecte, du patois. Je parle de la noir français, un homme français. Absolument, ça ne se heurte pas. Et ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de communautarisme, c'est nécessairement quelque chose de négatif. Moi, j'ai le sentiment que ces références, cette découverte de gens qui parlent mon langage, de la gastronomie, de la musique, c'est une richesse que j'ai apportée à la façon dont je vis ma francité. Alors oui, à partir du moment où, à l'échelle du pays, la seule référence commune que nous avons tous ensemble, c'est la culture française. C'est pour ça que je dis, c'est pas la République qui est interrogée, c'est beaucoup plus la France. C'est que en fait, c'est toujours ce débat où on dit, s'il faut imposer la primauté de la culture française en France, on nous dit, alors il faut que les gens oublient leurs origines. Non.
Mais nous avons tous une manière d'être attachés à la France qui est différente. Ça n'empêche pas qu'il y ait une primauté culturelle à l'histoire de France. Quoi. Ouais, pour conclure, parce qu'on parlait quand même de Jean-Luc Mélenchon. Et là, du coup, on est en train. Oui, mais là, on est en train de faire le procès du communautarisme en France. C'est quand même inquiétant. Non, mais je veux que l'on entende que je puisse me réjouir, moi, en tant que Français noir, de la nomination à la vice-présidence de Kamala Harris, sans remettre en question les principes fondamentaux de notre République. Je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Non, mais il faut savoir. Si, je le remets en cause. Non, mais vous pouvez le remettre en cause, mais il faut savoir que moi, par exemple, je viens d'une famille où il y a des Allemands, des Américains, des Espagnols, des Polonais, des Italiens. C'est vraiment l'ADN de ma famille. Évidemment, ça crée un prisme qui est totalement différent. Ça veut dire que le modèle américain, c'est pas un modèle qui m'est totalement étranger. Et si vous voulez, je vois les craintes. Rapidement, David. On revient peut-être sur Jean-Luc Mélenchon et sur la politique en 2022. Allez-y. Et la gauche surtout. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez une figure de la gauche qui semble émerger? Alors, on est à 2 ans des futurs on nous dit Anne Hidalgo. Donc, est-ce que Anne Hidalgo est potentiellement une candidate? Je vous vois faire la moue. Sérieusement, moi j'ai voté Anne Hidalgo à Paris, alors que je n'ai jamais voté à gauche de ma vie. Quoi? Alors là, Pardon? là, c'est une révélation. Bah oui, je le dis, je l'assume. J'ai voté Anne Hidalgo à Paris. Ce qui veut dire que j'ai le sentiment qu'elle peut effectivement réussir là où les autres candidats de la gauche pourraient échouer. Tu serais prêt à le faire pour les présidentielles? Non. Alors pour quelle raison? Aujourd'hui, non. Pour quelle raison? Alors attends, on sait très bien la différence. C'est pas à vous que je vais rappeler la différence entre une élection municipale et une élection nationale. On a tous considéré que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est arrivée beaucoup trop tôt dans le processus électoral, donc c'est un peu prématuré de tout de suite vouloir, parce que Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré, absolument trouver une personne, une femme ou un homme pour représenter la gauche au présidentiel. Je pense qu'il va y avoir un temps pendant les 6 prochains mois pour réussir à avoir un peu plus clair dans ce que peut être la gauche, déjà sous quelle forme, avec qui. Donc je pense que les élections régionales et départementales vont pouvoir contribuer à cet éclaircissement, et à ce moment-là se posera la question de la personnalité qui représentera la gauche. Mais vous ne voyez personne. Mais moi, à titre personnel, je considère qu'aujourd'hui, idéologiquement, du tout. Laurent Geoffrin, pour tout vous dire, n'a jamais eu de prétention électorale, loin de là. Il a toujours eu comme ambition, en tout cas depuis la création du mouvement, de catalyser les forces de gauche pour réussir à faire asseoir les gens autour de la table en disant voilà. Donc c'est le négociateur. C'est une forme de négociateur en disant j'ai derrière moi des gens de la société civile, des journalistes, des associatifs, des syndicalistes, tout un tas de personnes qui aujourd'hui ne font plus partie des partis politiques de gauche, qui en faisaient la force il y a une dizaine d'années malheureusement, et qui aujourd'hui veulent contribuer à ce rassemblement-là. Et donc notre enjeu, c'est de rassembler les forces de gauche pour réussir à avoir une candidature unique. Mais encore une fois, on n'est même pas encore en phase sur l'idéologie qu'on doit mener, et ça me paraît du coup extrêmement prématuré de dire bon on met telle ou telle personne. Ah mais qu'est-ce qu'on met dans le programme? Donc d'abord décidons avec qui nous allons discuter, ensuite discutons du fond, et à ce moment-là la personne vous croyez vraiment les Français s'attachent au programme? Ça, c'est des mots pour faire des phrases. Non, je vous permets Alors après, c'est stupide. Non, stupide, vous voulez vraiment. Non, alors les gens ouvrir ce débat qui se passe très bien jusqu'à présent. Non, mais c'est ça. Je vais ignorer l'attaque. Moi, je me réveille à la fin du débat. Je vois ça. Ignorer l'attaque à Dominem, vous êtes au-dessus de ça. Mais non. Un dernier mot. On laisse terminer Karim. Sur la question de la gauche, vous disiez est-ce que les gens ont besoin d'un programme? Les gens ont besoin de se retrouver. Les gens sont véritablement à l'attente d'un programme. Ils ont besoin de se retrouver autour. Une incarnation. Je vais vous dire, les gens ont besoin de se retrouver pas forcément derrière un homme ou une femme, mais surtout autour de valeurs. Et aujourd'hui, dans l'évolution sociétale qu'on connaît depuis une dizaine d'années, qui s'est totalement accélérée avec un monde qui s'est métamorphosé sur tous les sujets qu'on puisse imaginer, on a un chamboulement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toute la classe politique, à gauche comme à droite, ne se rend pas compte que le monde a tellement évolué, tellement changé, qu'aujourd'hui, il faut même revoir quelles sont nos valeurs, comment est-ce qu'on applique nos valeurs aujourd'hui de gauche ou de droite pour proposer des idées qui vont... Driss, très rapidement pour répondre. Le monde a changé. Alors, à chaque fois que c'est mon tour, c'est très rapide. C'est parce que t'envoies des pics comme ça et puis on repart sur des déroulés. C'est à toi. Très rapidement. Vraiment, parce que là, l'émission... J'ai écouté avec intérêt ce que nous dit Karim, mais qui peut croire à un moment qu'effectivement, l'idée c'est de se rassembler autour de programmes, autour de propositions, etc. Donc pour vous, les valeurs, ça ne compte pas? Aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Je dis que la réalité, elle n'est pas celle-ci. Que la réalité aujourd'hui, dans les appareils politiques, la question qui se pose, c'est quelle incarnation? Quel homme ou quelle femme pour porter un projet politique? Alors on pourra effectivement en reparler dans le cadre d'un autre débat. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités de ce soir qui étaient particulièrement féroces. David Dickens, expert en communication. Karim Diabat, élu municipal de la ville de Cergy et porte-parole des engagés. Charlotte Dornet, la journaliste à Valeurs Actuelles. Idriss Etazaoui, vice-président d'Evreux Porte de Normandie. Vous pouvez retrouver le podcast sur l'émission beurrefm.net. Merci Malik Yetou. Et à la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure, même station.
Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.